maintenant aborder un sujet absolument crucial en agriculture, quelque chose qui a été récurrent l'année dernière quand on nous a organisé les États généraux, où beaucoup d'intervenants, en particulier les agriculteurs, ont exprimé des préoccupations autour du foncier. Le foncier, c'est la base. Comment on peut cultiver si on n'a pas d'endroit où le faire ? Qui est propriétaire de quoi ? Pour faire quoi ? Qui a le droit de prendre de la terre pour en faire quelque chose ? Et est-ce qu'il faut que ce soit profitable à tous ? De quelle manière ? L'année dernière, on n'avait pas invité la SAFER. C'est moi qui avais décidé de ne pas l'inviter. Parce que j'étais en colère, parce que mon vécu avait fait que j'étais pas très content vis-à-vis de la SAFER. Je viens d'en parler avec le monsieur Joël Sabatier, qui est directeur de la SAFER de Lyon, qui est à ma droite, à qui je vais donner la parole en premier, qui va vous expliquer ce qu'est la SAFER. Pourquoi est-ce qu'elle est là cette année ? Déjà parce que c'est crucial. C'est absolument crucial. Et je n'ai pas défini l'acronyme parce que je laisse le plaisir à ce monsieur de le faire. Mais aussi parce que je suis un peu apaisé par rapport à ce que j'ai rencontré sur le terrain. Parce que je sais que les lignes bougent, parce que je sais que des personnes se donnent du mal pour améliorer un état de fait, pour améliorer la compréhension entre la SAFER, d'autres organismes et les gens qui veulent accéder à la terre. Et par conséquent, je laisse la parole tout de suite à Joël Sabatier. Merci pour votre accueil, merci pour cette invitation, qui est une première en effet. Joël Sabatier, donc je viens vous parler de la SAFER pour le département de Lyon, sachant que je vous parlais de la SAFER BFC qui est une entité régionale. Je vais essayer d'être concis. BFC. Bourgogne-Franche-Comté, tout simplement. Alors, SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. On va essayer on nous a donné des consignes, mais je n'ai pas l'habitude de faire attention aux acronymes. La SAFER BFC, donc société anonyme au niveau du statut, c'est particulier, ça a son importance. Société anonyme à but non lucratif, c'est encore plus particulier. Ça sous-entend que les actionnaires ne revendiquent pas des profits en fin d'année. Et à la création des SAFER en 1960, pour ce qui est de la SAFER BFC en 1962, ils ont participé donc à la mise de fonds. C'était à l'époque principalement les départements, la région, accompagnés des banques, de la banque de l'époque, le Crédit Agricole, et puis de l'ensemble des représentants de la profession au niveau de leurs différents organismes. D'abord le syndicalisme agricole, majoritaire de l'époque, également les chambres d'agriculture, et puis j'en oublie d'autres certainement. D'autres ont rejoint les rangs des investisseurs depuis. Avec l'évolution des différentes lois d'orientation de l'agriculture qui ont demandé aux SAFER d'ouvrir leur conseil d'administration à d'autres partenaires. Aujourd'hui, vous retrouvez donc des protections de l'environnement, les chasseurs, les collectivités bien sûr, et certainement encore d'autres. La SAFER BFC, c'est une société basée à Dijon avec des entités dans chaque département et des petites équipes qui travaillent entre 7 et 12 personnes au quotidien sur l'aménagement du territoire de leur département. Le fonctionnement d'une SAFER, c'est important de le préciser, donc c'est des gestions du foncier au niveau départemental. La région n'intervient pas ou très peu, exceptionnellement. Et donc le foncier est géré au niveau du département. Quand je parle de gestion du foncier, la vocation des SAFER, depuis les années 1960, après-guerre, avec vocation de permettre aux exploitations d'être confortées, de se développer, de s'installer pour les jeunes, parce qu'on était déjà à l'époque dans la même situation qu'aujourd'hui, avec des situations parfois de personnes qui disposent de capitaux et qui étaient à même de faire peut-être grimper les prix un peu trop vite, ou alors de s'accaparer du foncier alors qu'il pouvait y avoir d'autres priorités. On pourrait dire que 60 ans après, rien n'a changé à ce niveau-là. Et donc une des vocations de la SAFER, c'est d'essayer de réguler le prix du foncier d'une année sur l'autre. Le foncier a toujours tendance à augmenter légèrement. Je parle pour ce qui est de notre région, puisque un autre point important que vous pouvez retenir, c'est qu'on est la région dans laquelle le foncier est le moins cher de France. Je m'écarte tout de suite en disant que la France est le pays où le foncier est le moins cher d'Europe, et ce qui explique aussi l'engouement de certains investisseurs venant parfois même hors de nos frontières pour investir chez nous.
Le fonctionnement. Chaque département est constitué d'un comité technique. Ce comité technique est constitué d'une vingtaine de personnes représentant les partenaires de l'agriculture, que sont les syndicats majoritaires, les 4 syndicats du département, que sont le représentant de la banque Crédit Agricole au regard de l'actionnariat, mais également le département, également la Chambre d'agriculture qui est représentée, la MSA, et puis différents partenaires que sont représentants de l'association des chasseurs et représentants d'une société de protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois en oublier. Enfin, ouais, tout ça pour vous dire que c'est pas une personne qui décide au niveau de la SAFER, c'est une vingtaine de personnes qui arbitrent la répartition du foncier. La SAFER a pour vocation d'orienter le foncier. Pour l'orienter, il faut qu'elle achète. Donc là-dessus, je suis toujours très clair. Les conseillers fonciers de la SAFER ont pour vocation de maîtriser du foncier. Leur quotidien, c'est de négocier avec des propriétaires susceptibles de vendre leurs biens les conditions de cette vente. Si on ne maîtrise pas ce foncier, d'autres le maîtrisent pour nous. Et dans ces cas-là, on n'oriente pas le foncier comme on pourrait le souhaiter, comme la profession peut le souhaiter, comme nos partenaires, j'ai oublié de vous le dire, dans la constitution du comité technique, mais représentant également des collectivités, et comme les collectivités pourraient aussi souhaiter voir évoluer leur foncier sur leur territoire. C'est en gros au niveau du département 150 acquisitions plus ou moins par an, c'est à peu près 1000 hectares. 1000 hectares qui sont achetés donc par la SAFER, qui font l'objet d'une publicité. Je vous dis en 2 mots comment fonctionne la SAFER à partir du moment où on est titulaire d'une promesse de vente d'un propriétaire vendeur. Une publicité légale est obligatoire. Elle a lieu dans le journal Terre de Bourgogne. Elle a lieu sur... À partir de quelle surface? Depuis le premier mètre carré. On ne peut pas vendre un mètre carré sans avoir fait une publicité légale. Également dans Lyon Républicaine, également en mairie où se trouvent les terres à la vente, et également sur notre site SAFER BFC, dans la rubrique annonce légale, où toutes les semaines, si vous allez cliquer sur cette rubrique, vous serez au courant des ventes que la SAFER est en train d'organiser et sur lesquelles vous pouvez vous porter candidat. La publicité a lieu 15 jours. Pendant ces 15 jours, tout un chacun est en droit de se porter candidat. On essaye de rencontrer tous les candidats. Quand je dis on, c'est mes collaborateurs au niveau des conseillers fonciers. Et donc l'objectif, c'est de rencontrer les porteurs de projets de façon à pouvoir les présenter au comité technique qui a lieu 1 fois par mois. Et donc suivant les dossiers, on peut avoir un seul candidat, mais on peut aussi avoir 40, 50, 60 candidats. Quand il s'agit d'une petite parcelle de 20 arts ou 30 arts de Chablis, eh bien, on a plus de 40 candidats aujourd'hui. Sur d'autres exploitations où il ne s'agit que de terre, et quand il n'y a pas de bâtiment, eh bien, on a aussi plutôt 15 à 20 candidats. La moyenne des candidatures sur un dossier était de 3 jusqu'à l'année dernière. En 2022, on est passé à 4 candidats par projet de rétrocession, c'est-à-dire par bien à vendre. Juste pour vous illustrer l'évolution de l'intérêt pour le foncier de toute la population. Tous ces candidats sont présentés au comité technique qui doit arbitrer et doit prendre une décision. J'insiste là-dessus, les 20 personnes, au moment de leur prise de décision, c'est parfois l'enjeu d'un jeune agriculteur ou d'un exploitant qui a à tout prix besoin d'être conforté au niveau de sa structure. Et ça se joue en effet pendant la matinée du comité technique mensuel. Et les membres du comité, j'insiste là-dessus, mais sont particulièrement méritants parce qu'il faut avoir conscience que, étant informé des enjeux, alors c'est pas tous les dossiers, mais certains, quand il s'agit d'une carrière d'un jeune agriculteur ou la confortation de quelqu'un qui est extrêmement dans le besoin d'être conforté, eh bien, il y a des enjeux importants derrière pour ces personnes-là. C'est des enjeux pour des personnes attributaires, agriculteurs, mais c'est des enjeux parfois aussi pour des filières qui suivent derrière, quand il s'agit de production, que ce soit production laitière, production un peu plus spécifique, et également production sur lesquelles il peut y avoir un peu plus récent aujourd'hui, je pense à la bio, puisqu'on en parlera certainement peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, mais voilà, il y a une règle aussi, je la précise à l'occasion, aujourd'hui la SAFER a obligation de vendre, de rétrocéder un bien
dont elle se charge. S'il s'agit d'un bien qui est conduit en exploitation biologique au jour de la vente, eh bien la SAFER est tenue, s'il y a des candidats, de le rétrocéder en priorité à des candidats qui s'engagent à cultiver en bio pendant 6 ans. Tout ça, c'est des évolutions qu'il y a eu au cours des ans quant aux obligations qui sont demandées à la SAFER. Lorsque le candidat, le ou les candidats sont connus et ont été arbitrés au niveau du comité technique, tous les autres candidats reçoivent un courrier pour les informer qu'ils n'ont pas été retenus. J'ai omis de vous dire, après la fin de la publicité, lorsqu'il y a plusieurs candidats et qu'il y a des enjeux sur le dossier en cours, une réunion publique est organisée où tous les candidats sont invités pour venir faire part de leur projet devant le président du comité technique, les représentants locaux des syndicats agricoles qui sont invités et qui sont présents au comité technique derrière pour arbitrer. J'insiste là-dessus, toutes les affaires ne fonctionnent pas comme ça. C'est une transparence qu'on souhaite, de façon à ce que tout le monde entende la même chose au même moment et qu'on ne nous dise pas, comme on nous le reproche encore, qu'il y a des prix en fonction des candidats, que tout le monde n'a pas eu la même information. Non, c'est pas possible. À partir du moment où il y a une réunion publique, tout le monde a entendu la même chose au même moment. Est-ce que cette information ne peut pas transiter justement entre paysans, entre le cédant et son entourage, ou des gens avec lesquels il préférerait traiter? Mais vous parlez de cédants, bien souvent c'est d'abord des propriétaires. Les propriétaires, c'est pas forcément l'exploitant cédant. Et donc un propriétaire qui nous confie la vente de son bien, il n'a pas forcément envie d'aller derrière échanger peut-être avec des repreneurs. Et surtout la question c'est, à partir du moment où la SAFER est mandatée pour vendre le bien et qu'il y a appel à candidature, il y a plusieurs candidats, le propriétaire vendeur n'a pas forcément envie de rencontrer les futurs candidats, quoi. Aujourd'hui, sur Lyon, il se vend à peu près 12 000 hectares par an. Ça, c'est tout ce dont les notaires nous notifient, puisque j'ai oublié de vous le préciser, mais la SAFER reçoit tous les projets de vente qui concernent des biens supérieurs à 25 arts en milieu rural ou à 4 arts en viticulture. Ça nous permet de tenir des statistiques sur le marché de notre territoire, des départements, des régions, des pays, de la France. Ces 12 000 hectares sur Lyon, vous le voyez, le département de mémoire fait 740 000 hectares. On est grosso modo à 2%, plus ou moins, du territoire qui se vend. Donc le marché est très fermé. Ça, c'est une constante au niveau national. Sur ces 12 000 hectares, vous avez à peu près 4 000 à 4 500 hectares qui concernent des terres et prés. Le premier produit que recherche un candidat qui veut s'agrandir ou qui veut s'installer. Sur ces 4 000, 4 500 hectares, plus de la moitié, presque 60%, sont acquis par des fermiers en place. C'est-à-dire des agriculteurs qui sont en place, qui sont prioritaires pour acheter. Tout ça pour dire que le marché libre, dispo, c'est grosso modo 1000 à 1200 hectares. Sur ces 1200 hectares, si on le ramène, si on retire les biens qui sont vendus sans bâtiment, parce que bien souvent une vente peut comporter des bâtiments, on n'est plus qu'à 700 hectares. Et sur ces 700 hectares, le marché des surfaces de 1 à 5 hectares, de mémoire, représente à peu près 200 à 250 hectares. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir conscience que le marché est très fermé, que ce soit dans Lyon ou ailleurs. Alors, je ne connais pas les départements, certains départements du centre de la France qu'on dit un peu désertiques, mais ils ne doivent pas échapper à cette tendance-là. Et la question aujourd'hui, je vais finir là-dessus, c'est que tout le monde, la SAFER depuis très longtemps, a communiqué sur la rareté de la terre. On vit sur une planète, elle n'est pas extensible. On ne va pas, hormis les Émirats arabes peut-être, conquérir sur de l'eau, ou sur les pôles d'air, sur d'autres pays avant. Mais notre territoire français, il est ce qu'il est. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de foncier. Le Covid est passé par là. Ça en a mis une couche supplémentaire, puisque bon nombre de personnes ont souhaité partir des villes, on peut les comprendre, pour avoir leur petit bout de terrain. Mais tout ça pour dire qu'il faut de la terre pour nos agriculteurs, il faut de la terre pour des projets de diversification, il faut de la terre pour protéger la ressource en eau. Alors il faut de la terre, pas forcément pour la retirer de la production agricole, mais en tous les cas pour mettre en place des pratiques qui ne seront pas forcément conventionnelles. Il faut de la terre pour les collectivités qui aujourd'hui souhaitent développer au travers des PAT une alimentation de proximité en circuit court. Les projets alimentaires territoriaux. Merci. Et j'oublie encore des éléments, mais voilà, la terre est convoitée par tous. Et donc, arbitrer pour les membres d'un comité technique, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que je crois qu'il faut avoir conscience de la situation, c'est toujours très compliqué. Juste pour finir, un exemple, il y a quelques années déjà, on puisait
une exploitation de 60 hectares, des vaches allaitantes et des céréales. Un couple qui arrête, qui prennent la retraite. Plusieurs candidats, dans les 3 derniers candidats qui étaient en liste, 3 candidats exactement avec le même profil, 3 couples, 2 avec des enfants, un couple sans enfants. Tout le monde était à égalité pour que le comité technique tranche. Le choix a été fait sur le couple qui avait 3 enfants. Pourquoi ? Parce que la volonté, c'était de dire vis-à-vis de l'école sur la commune, eh bien, c'est mieux qu'on amène un couple avec des enfants. C'est juste pour vous dire que ça tient parfois à pas grand-chose en termes de décision. Et que, bien sûr, après, quand les gens reçoivent leur courrier de non-retenue ou qui sont en lien avec le conseiller foncier qui les a accompagnés, quand on leur dit « vous n'avez pas été retenu », ils ne comprennent pas, parce qu'on se met bien à la place de quelqu'un qui porte un projet depuis 2 ou 3 ans et qui est sûr que son projet, c'est le meilleur. Eh bien, il est devant un refus 1 fois, parfois 2 fois, parfois plusieurs fois de la SAFER. Mais voilà, j'insiste là-dessus pour vous sensibiliser sur la difficulté de pouvoir satisfaire tout le monde. Merci beaucoup. J'ai été trop long. Non, vous n'étiez pas trop long, vous étiez dans les temps et je pense que ça méritait autant de temps. Juste une petite question subsidiaire, puisqu'on est dans la transparence. Comment est financée la SAFER ? C'est une très bonne question. La SAFER, jusque dans les années 2010, je crois, ou peut-être un peu avant, bénéficiait d'un petit subside de l'Europe. Tout ça s'est terminé depuis longtemps. Et aujourd'hui, la SAFER vit de sa rémunération. Et là-dessus, c'est totalement transparent aussi, puisque c'est des choses qui sont annoncées. C'est fixé par le conseil d'administration. Je vous l'ai dit, l'objectif, c'est pas de faire du bénéfice, c'est simplement de disposer de fonds, parce que je vous l'ai dit, le foncier augmente toujours. Grosso modo, sur Lyon, on a à peu près 2 millions d'euros de stock. C'est juste pour illustrer. Au niveau de la région, je ne veux pas vous dire, je vous dirai une bêtise. Mais on a besoin de fonds pour fonctionner, parce qu'on est comme n'importe quelle entreprise. Quand on achète du foncier, il faut le payer. Et si on a recours à la banque, eh bien, ça génère des frais financiers. Donc le principe est tout simple, c'est que lorsqu'on achète un bien, la rémunération de la SAFER est calculée sur la base de 9% hors taxe du prix principal vendu par le propriétaire. Ce prix principal a été négocié au départ. 9% de rémunération, et la particularité, c'est que quand vous achetez un bien via la SAFER, c'est quelque chose qui a été négocié à l'époque de la création des SAFER, il fallait qu'il y ait un intérêt à travailler avec les SAFER, c'est que les droits d'enregistrement que vous payez habituellement lors de l'acquisition d'un bien, vous en êtes exonéré. Donc les 6%, enfin c'est 5,98, quelque chose comme ça exactement, vous êtes exonéré lorsque la SAFER vous vend un bien. C'est juste pour vous dire que, de façon nette, le coût de l'intervention de la SAFER revient à 3% hors taxe pour un acquéreur. D'accord, donc des petites prestations aussi qui existent, comme par exemple quand on achète un bien, on nous dit si vous voulez que votre dossier passe plus vite, il faut donner des sous à la SAFER, des choses comme ça. Alors, c'est une bonne question aussi, c'est important de clarifier ça. Lorsque la SAFER est informée de la vente d'un bien par un notaire, je ne l'ai pas abordé volontairement parce que c'est quelque chose d'epsilon pour nous, mais les surfaces acquises par... Je vous ai dit que la SAFER était là pour maîtriser le prix du foncier, que j'ai oublié de vous le dire, mais 95% de notre activité se fait à l'amiable, c'est-à-dire que les collaborateurs travaillent au quotidien sur leur territoire avec des propriétaires potentiellement vendeurs. Et il y a quelques cas où on intervient par préemption, soit parce que l'acquéreur pressenti est jugé non prioritaire ou moins prioritaire que d'autres sur le secteur donné, et puis dans d'autres cas parce que le prix du bien est jugé trop important au regard des références que l'on a localement. Dans ce cas-là, donc les notaires, pour que la SAFER puisse mener ce travail de contrôle des transactions, toute transaction est transmise à la SAFER par les notaires qui ont signé un compromis avec un vendeur et un acquéreur. À partir de là, la SAFER dispose de 2 mois pour éventuellement intervenir par préemption. C'est pas la SAFER, c'est pas Sabatier, c'est pas Walter Huré, le président, c'est pas un conseiller qui décide de préempter. C'est des dossiers qui sont abordés en comité technique si on préempte, eh bien, on doit intervenir avant les 2 mois de la notification. Le délai fixé par le Code rural, c'est ça, c'est qu'un notaire peut passer sa vente au-delà des 2 mois de la notification. Le principe d'une réponse rapide avec le paiement auquel vous faisiez allusion, qui est de 60 € pour des biens de 5 000 € et 120 € TTC pour des biens supérieurs à 5 000 €, c'est simplement à la demande du notaire, il n'y a aucune obligation, ou de ses clients, vendeurs ou acquéreurs, qui ne veulent pas attendre le délai des 2 mois et qui peuvent solliciter la SAFER pour essayer d'avoir une réponse plus rapide.
Dans ce cas-là, il y a une facturation tout simplement parce que c'est un travail qui correspond au niveau du service, puisqu'on va consulter les correspondants structures locaux, on va peut-être aller sur le terrain pour voir de quoi il s'agit, sachant que bien souvent on essaye de faire ça par vue aérienne, mais voilà, il y a une prestation en face, et donc c'est cette prestation qui est facturée. Mais on l'explique régulièrement, on peut le redire ici, il n'y a aucune obligation à demander une réponse rapide. C'est à l'initiative soit du vendeur, soit de l'acquéreur, soit du notaire, parce que pour raison X ou Y, ils veulent que la vente se passe avant une certaine échéance. Merci pour cette transparence. Écoutez, je vais donner la parole maintenant à Agnès de Lefortry, qui intervient au nom de... Alors c'est une association, je ne me trompe pas. Donc une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance et qui produit des outils pour aider les collectivités en termes de résilience territoriale. Elle va vous expliquer comment. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Agnès de Lefortry. Juste pour resituer, je suis basée en Île-de-France. Je suis originaire d'une région où le foncier agricole est légèrement plus cher, en Picardie, où mes parents sont agriculteurs. Et voilà, je suis indépendante en coopérative d'activité et d'emploi, que je ne préciserai pas parce que c'était précisé ce matin. Donc voilà, juste pour situer. Et sinon, je suis bénévole au sein d'une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance. Alors l'association a été fondée en 2018. Ce nom, les Greniers d'Abondance, en fait, ça vient de grands bâtiments, dont il en reste un aux alentours de Lyon. Et c'était en fait des grands bâtiments qui pouvaient stocker du grain. Et en fait, l'idée du nom de l'association et de l'association, c'est de se dire que dans un temps, en fait, pas si éloigné que ça, la collectivité et la puissance publique s'occupaient de la question de l'alimentation, parce que sinon, les gens allaient dans la rue parce qu'ils avaient faim. Et donc, voilà, il y avait ces greniers pour stocker du grain et pour pouvoir alimenter les gens. Et donc, c'est aussi le cœur de l'association qui est de parler, en fait, de résilience alimentaire et de se poser la question de la puissance publique aussi et de qu'est-ce que peut faire la puissance publique par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, notre alimentation est déléguée totalement au marché. Et on voit bien que ça pose quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui que notre alimentation soit déléguée au marché. L'association sur ce sujet-là a publié 2 rapports, un en 2020 qui s'appelle Vers la résilience alimentaire et un en 2022 qui s'appelle Qui veille au grain. Ces rapports sont disponibles sur notre site internet en licence Creative Commons, que je n'ai pas précisé vu que ça a été précisé ce matin. Donc ça veut dire que tout le monde peut les utiliser sans souci, et si vous préférez le papier, c'est aussi disponible chez notre éditeur Albin Michel, si vous préférez une version papier. Les activités de l'association, juste pour finir de présenter, donc des activités de recherche, donc recherche scientifique, tout ce qui est fait se base sur des recherches, des rapports scientifiques, pour ensuite pouvoir faire de la vulgarisation et de la sensibilisation. Donc par exemple le fait que je sois là ici, donc des conférences, les guides qu'on a pu éditer, etc., etc. Et de l'outillage aux collectivités. On a un site internet qui s'appelle Crater, le calculateur de la résilience alimentaire des territoires, où en fait ça permet de faire une sorte de pré-diagnostic pour un programme alimentaire territorial par exemple, mais aussi pour n'importe quelle personne, où on tape le nom d'une commune. Donc ça peut être par exemple ici par exemple Joigny, mais ça peut être, on peut aussi zoomer à différents niveaux pour voir en fait quel est le nombre d'agriculteurs, la part de la production biologique par exemple, ou ce type de choses. En fait ça permet vraiment de voir des indicateurs avec sur différents critères pour pouvoir voir en fait comment les choses. Comment évaluer la résilience alimentaire? Alors, c'est à partir de données publiques, ça reste du pré-diagnostic évidemment, mais ça permet déjà d'avoir un premier point de vue par rapport à ça. Et donc ça, c'est le dernier point qui est l'outillage des collectivités sur ce type d'outils. Alors, pourquoi parler de résilience alimentaire et de foncier? Vous allez me dire le lien, quel est le lien? Alors, l'un des premiers liens et l'une des premières choses auxquelles moi je voudrais parler, et qui rejoint un peu aussi ce que disait monsieur, qui est l'artificialisation des terres. Nos terres aujourd'hui sont quand même grandement menacées par cette artificialisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire national, c'est à peu près 28 millions d'hectares qui sont cultivés. Et en fait, c'est sur ces hectares agricoles, sur ces sols cultivés, que
s'agrandissent aujourd'hui les villes et on a à peu près l'équivalent d'un département qui disparaît tous les 10 à 15 ans sous l'artificialisation, donc sous l'augmentation des villes. Donc on parle à peu près de 66 000 hectares qui ont pu disparaître. Alors, on nous dit oui, artificialisation, mais il faut construire des logements. Alors, c'est un faux argument, en fait, de manière générale, parce que le taux d'artificialisation en France est supérieur à la moyenne européenne, et les sols artificialisés en France progressent 3 fois plus vite que la population française. Et en plus, l'artificialisation se produit à 70% dans des zones qui ne sont pas sous tension du marché du logement. Donc, à quoi on peut encore ajouter le fait que beaucoup de bâtiments peuvent être convertis en logements sans qu'il y ait besoin de produire de nouveaux logements. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est ce que j'allais venir. Quel est l'outil ? Enfin, pourquoi cette artificialisation ? Parce qu'en fait, on a un étalement urbain. Tout le monde veut sa maison avec jardin, ce que je peux comprendre. Hein. J'habite en ville très dense, donc voilà. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on étend les villes au lieu de redensifier. Et donc, quel est le lien, vous allez me dire, avec la résilience ? C'est un truc assez bête, hein, enfin bête. C'est que si on veut produire de l'alimentation, on a besoin de terres agricoles. Et si on prend par exemple la ville de Paris, Paris est basée sur le bassin parisien, qui sont des terres agricoles qui sont quand même assez bonnes, on va dire ça comme ça, qui sont assez productives, et de manière générale, les villes se sont implémentées là où il était le plus facile de cultiver. Donc les villes s'étendent sur des terres agricoles qui sont des très bonnes terres agricoles pour cultiver. Donc c'est encore plus, on va dire, marcher sur la tête de manière un peu générale. Et en plus, ça apporte un autre souci en périphérie des villes. Ça veut dire que les agriculteurs, agricultrices ou propriétaires fonciers qui ont un terrain agricole qui est en proximité d'une ville se disent « Ah, mais en fait, mon terrain, il va peut-être passer constructible. S'il passe constructible, c'est jackpot pour moi. Je vais gagner beaucoup d'argent en vendant un terrain constructible. » Donc ça peut aussi limiter du foncier, limiter des échanges fonciers, limiter de la production agricole, parce que des personnes vont se dire de manière assez juste, hein, si je garde ma terre et si elle devient constructible, je vais gagner beaucoup plus d'argent plutôt qu'exploiter. Donc ça a aussi un lien de rétention foncière. Un chiffre. Cette artificialisation et au niveau des terres, d'ailleurs c'est un chiffre que j'ai eu de Terre de Liens, aujourd'hui on perd tous les ans environ la capacité à nourrir une ville comme le Havre à cause de cette artificialisation. Donc on voit vraiment un lien entre la résilience alimentaire et l'artificialisation, parce que on a besoin de terres agricoles pour produire, c'est quand même, on va dire, la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Y a des politiques qui existent. Il y en a un que je pense vous connaissez un peu tous, qui est le ZAN, le zéro artificialisation nette. Et là-dessus, j'avoue qu'on n'a pas d'outils magiques, mais en fait, nous, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut proposer en termes de solutions, c'est en fait mettre en œuvre ce que propose la loi. Donc déjà, premièrement, observer le foncier, connaître le foncier sur son territoire, réaliser en fait un diagnostic pour savoir quel est le foncier qui existe, quel foncier existe sur ma commune, mon département où je suis et peut être mobilisable. Avoir aussi des outils de veille foncière qui permettent donc de connaître ce foncier. Une fois qu'on connaît ce foncier, éviter d'artificialiser, donc protéger les terres agricoles, avec quoi ? Avec les outils qui existent en fait. Hein. Il y a des outils qui s'appellent des zones agricoles protégées qui peuvent être mises en place au niveau des plans des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Et aussi au niveau des départements, par contre j'ai oublié toujours le nom au niveau des départements, mais on peut essayer de protéger, de sacraliser ces terres agricoles en se disant non, on ne va pas artificialiser. Ensuite, réduire cette artificialisation, disons ce que tu disais Eric, concentrer en fait l'aménagement. Par exemple, concentrer l'aménagement au niveau des villes. Tout le monde va dire oui, mais l'urbain hyperdense, en fait, a des avantages, parce qu'en urbain très dense, on a moins besoin de voitures. Moi, j'habite Paris intramuros, j'ai pas de voiture, je fais tout à pied, en transport en commun, et on peut facilement circuler, alors que dès qu'on a la campagne ou des villes beaucoup plus étalées, on est obligé d'avoir une voiture, et si on étale, il faut amener les réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, etc. Donc on a cet aspect en fait de réduire et de construire. Par exemple, il y a des choses qui se font, de surélever une maison, ou des maisons qui sont moins utilisées, pourquoi pas habiter à plusieurs dans une maison ? Pourquoi pas
je vais y arriver. Pourquoi pas habiter dans une maison? Pourquoi pas, par exemple, si on a un grand jardin, et ben aller construire derrière un jardin, dans un jardin, etc., pour densifier l'urbain et donc pouvoir, s'il y a des gens qui veulent habiter sur une commune ou quelque part, pour qu'ils puissent, pour pouvoir, oui, densifier cet urbain et aussi réhabiliter tout ce qui est bâtiments qui ne sont pas utilisés ou voilà, qui sont un peu, voilà, qui sont pas utilisés. On parle aussi beaucoup des friches urbaines, par exemple, qui existent. Des problèmes de pollution qui peuvent être liés à ces friches urbaines, mais c'est des endroits qui existent, qui sont déjà artificialisés et qui peuvent être aussi réutilisés pour construire de l'urbain et en fait construire de la ville sur la ville et densifier cette ville. Alors, densifier, là, bon, c'est un sujet qui moi m'intéresse, mais pour qu'elle reste vivable aussi, parce que des villes totalement bétonnées, ça sert à rien. Donc c'est aussi garder du vivant, des espaces verts, pourquoi pas mettre de l'agriculture urbaine, garder des espaces de vie vraiment vivables pour rendre cette ville en fait agréable et que si un jour on a un problème, une catastrophe, on se dise pas le premier truc c'est je suis en ville, il faut vraiment que je me barre et se dire bah tiens, la ville est un endroit bien, un endroit agréable, un endroit vivable, j'ai envie d'y rester et même s'il y a des problèmes, je suis bien en ville et c'est un endroit où je veux rester. Gros challenge. Avec juste une toute petite observation, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture urbaine dans des pays comme le nôtre n'est pas une agriculture nourricière, c'est une... Non. Alors, l'agriculture urbaine peut être un complément en termes d'alimentation, surtout sur des produits très frais. Par exemple, je sais pas moi, des salades, des tomates, il y a un intérêt. Après, l'avantage de l'agriculture urbaine, c'est de recréer du lien entre les personnes, par exemple, comme vous faites un peu aussi à l'école comestible, vous disiez ce matin, que les gens savent comment pousse une carotte et une tomate, en fait. C'est aussi ça l'intérêt de l'agriculture urbaine, enfin, que moi je vois au niveau de l'agriculture urbaine. Si on veut faire du productivisme, il faut faire de l'agriculture urbaine plutôt en hydroponie ou des tours urbaines, etc. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas une super solution, mais on va dire que c'est pas le débat. Pour revenir, dernier point par rapport à l'artificialisation, et c'est là qu'il y a un peu la subtilité du zéro artificialisation net, où le premier point, c'est de se dire, ok, on n'artificialise pas, mais en fait, le net, c'est la différence entre ce qu'on artificialise et ce qu'on... Alors, il y a un principe de renaturation qui est de dire, les zones qui étaient artificialisées, on va les désartificialiser, on va casser le béton, par exemple, pour remettre de la nature dessus. Et donc ça, c'est compenser, en fait, renaturer, pour des espaces qui ne servent à rien, enfin qui ne sont pas utilisés, faire ça. Par contre, ça ne doit pas être vu, et c'est un peu peut-être la limite de la loi actuelle, qui est de se dire, c'est pas grave, on va construire ici et puis on va aller casser quelque chose ailleurs. Il faut savoir qu'un sol, c'est quelque chose qui est vivant. Un sol, c'est des micro-organismes, c'est de la micro, de la mésofaune, etc. Et un sol qui est bétonné, c'est un sol qui est mort. Et un sol qui est mort, pour le refaire revivre, on va dire ça comme ça, si on débitume, c'est hyper compliqué. Enfin, je dis pas que c'est infaisable, mais c'est quand même hyper compliqué. C'est beaucoup plus facile de préserver ce qui existe que de renaturer. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais partir sur un autre sujet, mais je n'ai plus de temps. Non, tu as encore 2 minutes devant toi si tu veux, juste pour rebondir sur la compensation, en fait, la compensation écologique. Tous les biologistes à peu près aujourd'hui et les écologues peuvent dire que ça ne sert à rien, c'est plus nuisible qu'autre chose. Et de même que la compensation carbone en réalité. Voilà, il y a un postulat qui est très clair là-dessus. Mais tu peux poursuivre encore 2 minutes si tu veux. Alors, je donnerai juste une idée, mais que je pense que d'autres vont développer. Donc, je sors de l'artificialisation de ce gros thème qui est de manière générale et qui rejoint un peu le thème de la SAFER. C'est une idée que nous, on développe dans notre nouveau rapport, qui est sur le fait de concevoir et de financer des communs nourriciers, qui est en fait l'idée de se dire, alors je vais essayer de faire ça assez rapidement, de développer un peu ce que peut faire Terre de Liens ou ce que peut faire la SAFER ou ce que peut faire un projet comme par exemple Passeurs de Terre qui est en Pays de Loire, qui est l'idée de mettre en commun la terre, c'est-à-dire que la terre soit achetée par une entité, un commun, qui serait géré par des citoyens, par des gens qui sont concernés par le sujet, donc vraiment quelque chose de transversal, et qu'en fait ce soit cet office foncier qui achète de la terre et que cette terre soit mise à disposition en location du coup à des gens qui veulent s'installer à des prix
raisonnable, c'est pas gratuit, mais voilà, des prix qui soient quand même plus bas que le prix de marché pour pouvoir faciliter en fait cette transmission de la terre. C'est des choses qui existent déjà en fait, hein, par exemple que Terre de Liens peut faire ou autre, mais nous l'idée qu'on a c'est d'essayer de pousser pourquoi pas ça un peu plus loin, d'aller au cran supérieur et d'avoir des offices fonciers qui soient par exemple dans chaque département ou dans chaque région et qui puissent vraiment gérer cette terre de manière commune. Et si la terre c'est sur la base du volontariat, mais si la terre est propriété de l'office foncier et elle restera jusque des dizaines, des centaines d'années propriété de l'office foncier, on retire la terre en fait du marché capitaliste tel qu'elle existe aujourd'hui, où la terre c'est un bien sur lequel on capitalise et qui est un investissement financier en soi vu le prix sur toutes certaines terres, et donc on retire ça pour recréer du commun autour de la terre. Je m'appelle Patrick Frémaux, j'anime un groupement forestier et rural conservatoire et expérimental de protection du vivant qui s'appelle Forêt et Campagne d'Avenir. Donc un groupement forestier, c'est une SCI. On a levé 154 000 € de capital en un an. SCI ? Société civile immobilière, contrairement aux sociétés commerciales. Et donc le but de ce groupement forestier, c'est de faire en pratique tous les exercices possibles en fonction des idées écologiques les plus avancées, les plus progressistes. Donc on a racheté 3 petites forêts, dont une en Chartreuse qui sert à la reproduction des batraciens, puisqu'elle est sur le lien de migration vers une rivière. On a acheté 2 petites forêts à Joigny, une qui va être dédiée aux oiseaux et une à un projet de sylviculture douce type forêt de Trogne. Et on a fait revivre 3 jardins partagés, 3 vergers, dont le 3e est un verger collectif. Et le problème de Joigny, comme beaucoup d'endroits, c'est que les gens n'ont pas de jardin. Les vergers ne sont plus entretenus et deviennent des taillis. Et en fait, il fallait faire un retour vers ces vergers et vers tout l'apprentissage qui va avec, la taille, s'en occuper, etc. Et la dernière acquisition que j'ai faite, que je n'ai pas fait sur Forêt Campagne d'Avenir parce que les associés ne m'ont pas suivi, même si c'est labellisé par Forêt Campagne d'Avenir, c'est un domaine viticole à Coteau-sur-Loire, donc Bourgueil, qui est animé par la même volonté, à savoir le problème de la Loire, qui est un des fleuves les plus pollués d'Europe, dû à l'histoire de la viticulture, et donc participer à l'exemplarité de faire une conversion bio, pas tant pour le niveau des intrants chimiques qu'il peut y avoir dans le vin, mais pour surtout d'arrêter de polluer la terre et d'arrêter de polluer la Loire. Et on en est à la 2e année, 3e année de conversion. Mon achat a été relativement facile. C'est 10 fois plus facile d'acheter des vignes que des forêts. Puisque d'une part, j'avais un vendeur qui comprenait mon projet, qui m'a présenté, qui était en relation avec un viticulteur et un vigneron qui étaient d'accord pour une conversion bio, mais à la condition que je prenne à ma charge le risque climatique par le changement des pieds, ce que j'ai trouvé normal. Et donc il y a eu un bail de fermage qui a été signé entre le vendeur et le viticulteur juste avant que je signe chez le notaire. Donc du coup, pour les affaires, c'était parfait puisque c'était un professionnel qui reprenait. Et comme je voulais en même temps contrôler le vin ensuite au niveau du vigneron et faire une expérience de vin bio, vieille vigne plutôt haut de gamme, et que je suis plutôt pour travailler avec que travailler à la place, et que moi j'avais les possibilités de commercialiser le vin, on a finalement réalisé un montage quasiment parfait des compétences de chacun. Moi, ce que je voudrais dire autour de cette table, c'est qu'il faut bien distinguer l'usage et la propriété sur les terres. À peu près 2 tiers des terres exploitées par les agriculteurs n'appartiennent pas aux agriculteurs. C'est un peu pareil aussi pour les forêts. Les forêts n'appartiennent plus aux ruraux, elles appartiennent aux urbains. D'ailleurs, le premier gestionnaire de forêts privées en France, c'est la Forestière, qui est la filiale de la Caisse des dépôts et des consignations. Et la forêt d'Aude, qui est derrière nous, est une des plus grandes forêts privées de France. Les villes ont relativement peu d'espace en forêt municipale gérée par l'ONF au sein du massif forestier. Donc, pour, en général, exploiter une terre, il faut avoir son BPREA, il faut avoir ce diplôme, donc brevet professionnel
de responsable d'exploitation agricole. Oui, parce que le problème, c'est qu'il faut les connaître, les acronymes. Mais il est totalement possible, indirectement, d'acheter à partir du moment où on fait un collège de gérants. Moi, j'ai beaucoup de sociétés civiles où on est jusqu'à 3 co-gérants. Et on peut faire ça d'ailleurs sur tous les types de sociétés, que ce soit les sociétés commerciales, les SARL, les SAS, donc les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés par action simplifiée, ou les sociétés civiles. Donc il y a l'EARL, l'entreprise agricole à responsabilité limitée, la SCEA, la société civile d'exploitation agricole, et les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun. Donc, dans toutes ces sociétés-là, on peut faire un collège, on peut être 2 co-gérants, 3 co-gérants. Il suffit qu'un co-gérant ait son BPREA, et à partir de là, l'exploitation est possible, et la SAFER devrait, en théorie, regarder de manière positive le dossier. Alors, quand même un mot sur le BPREA. Pour tout, ici, c'est l'agriculture alternative. Donc, évidemment, on cherche à se détourner des paradigmes de la culture d'entreprise du FNSEA, on peut le dire. Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. Le BPREA, il répond à 2 choses. Tout d'abord au complément de la vocation, et puis à ce que j'appelle la capacité. Moi, je viens là dans le monde agricole, le monde forestier, etc., que depuis 3 ou 4 ans. Je croyais faire les métiers de vocation les pires, puisque je suis éditeur culturel, je suis propriétaire d'une galerie d'art et je suis bailleur social privé. Mais je dois dire que agriculteur me bat à plat de couture au sens de la vocation, c'est-à-dire de la difficulté à pouvoir maintenir une activité et au niveau des compétences qu'il faut avoir. Ensuite, il y a la capacité. La capacité, quand je vois par exemple la compétence de l'agriculteur qui entoure Joigny, qui est Gérard Calmu, qui a des vignes, qui a des terres de grande culture jusqu'à 200 hectares, et qui collabore avec l'INRAE pour faire des carottes de terre, voir comment il fait avec son vin. Institut national de recherche agrologique et écologique. Et écologique. Les lectures scientifiques qu'il a, les rotations des cultures, la comptabilité, le nouveau matériel plus léger qui est entièrement informatisé, même maintenant dans l'informatique embarquée, même le moteur est informatisé. Donc on arrive à un niveau cognitif de transversalité, de compétences chez l'agriculteur qui pour moi est le même que le cadre dirigeant supérieur à 300 000 € par an d'une société qui est à Euronext. Avec la différence que le cadre dirigeant de la boîte qui sera au CAC 40, il a un directeur financier qui lui traduit ce que dit le comptable, parce qu'on ne comprend jamais ce que nous disent les comptables, il faut dire la vérité, même quand on est chef d'entreprise, multi-entreprise. Il a un département support juridique pour cette joint venture, etc. L'agriculteur, il doit tout parrainer d'en haut. Donc si celui qui est cadre dirigeant, il fait 3 à 5 ans d'école de commerce, un BPREA en 10 mois, ça me paraît le minimum pour l'ensemble des métiers qu'il faut pouvoir contrôler. Alors le sujet, c'est la terre outil de travail. Moi, dans ma vision de chef d'entreprise qui a pu maintenir des activités pérennes sur 30 ans, je vois le problème de l'implantation, c'est-à-dire qu'il faut immédiatement avoir les terres au même endroit que les outils, les bâtiments d'exploitation, l'habitat de l'agriculteur principal et du staff, des gens qui vont travailler. Je vois que toutes les exploitations qui ne marchent pas ou les terres que j'ai pu racheter, c'est parce qu'on n'a pas mesuré que telle vigne était à 30 km et que de balayer les équipements sur 30 km, ce n'était pas rentable. Deuxième chose, la superficie mature. Il faut tout de suite commencer avec la superficie dont on aura besoin dans son plan de maturité et pas commencer avec une superficie plus basse en se disant j'achèterai ou je louerai après, parce qu'il y a toujours après un problème d'espace. Et ça rentre, si on loue, dans le bail, dans le bail agricole, et c'est assez intéressant parce que le législateur, il a aligné le problème des villes sur le problème des campagnes. C'est-à-dire qu'en ville, le bail commercial qui vous permet de monter un fonds de commerce et de l'étendre, il est de 9 ans, et le bail agricole, il est aussi de 9 ans. Donc c'est une durée qui est bonne
pour la durée de son investissement, sauf quand on arrive à la 9e année. Quand on arrive à la 9e année, là, ça devient un petit peu tard. Et donc, moi, je préconise quelque chose que je viens de faire d'ailleurs avec mon père il y a une dizaine d'années, qui est le bail amphithéotique. Amphithéotique, ce n'est pas un acronyme, donc je n'ai pas à les clés. Donc, un bail amphithéotique, c'est de 18 à 99 ans. Donc, c'est des bails très long terme qui permettent de sécuriser l'agriculteur et qui donnent des abattements fiscaux en termes de fiscalité du patrimoine très importants pour le propriétaire. Et donc, j'ai fait ça avec mon père il y a une dizaine d'années pour des terres de betteraves sucrières à Saint-Quentin dont il héritait d'arrière-grands-parents, mais il est fort probable que le dénouement du bail, ce soit mes enfants qui l'ont et pas moi. Donc c'est quand même une vision très, très 19e. Alors après, il y a l'achat. La terre en France, globalement, si on regarde les chiffres de la Chambre agricole, de l'INSEE, la Cour des comptes, c'est entre 1,9 et 2 points, disons 2%. Le rendement, c'est quoi? C'est la masse des loyers ramenée au prix de la terre. Je parle du rendement foncier, c'est-à-dire combien le loyer qui va être payé par l'agriculteur qui n'est pas propriétaire, combien il va payer en pourcentage de loyer sur la valeur des terres. Si l'hectare est à 5 000 €, il va payer 100 € de loyer, il va payer 2%. Par rapport à l'habitation qui est de 3,5% dans les grandes villes, mais où il faut enlever l'entretien, parce que je rappelle que dans les baux commerciaux, les baux agricoles, l'entretien est fait par le locataire, alors que dans les baux d'habitation, c'est le propriétaire, on tombe à 3. Et si on enlève la fiscalité en France, qui est le marginal d'impôt sur le revenu plus les 17-18% de CSG, on arrive à pratiquement contribution sociale généralisée, on arrive à 50%, donc on tombe sur un rendement à 1,5, à 1,7. Donc les 2%, lorsqu'on est propriétaire et qu'on ne se loue pas à soi-même, je pense que ça ne vaut jamais le coup de se louer à soi-même en séparant le civil de l'exploitation, parce que de toute façon, sur tous les endettements qu'on aura sur l'équipement ou le fonctionnement, il y aura une caution personnelle. Donc ces 2% font finalement que d'être locataire, ça peut valoir le coup. Alors moi, je crois à la théorie de ce philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelle Adam Smith, que je trouve toujours juste, qui dit que la ligne de clivage entre l'intérêt du locataire et du propriétaire, quand on a une inflation basse à 1%, c'est 3%. C'est-à-dire en dessous de 3%, c'est le locataire qui gagne. Au-dessus de 3%, c'est le propriétaire qui gagne. Donc je pense que si on est au-dessus de 3%, il faut essayer d'acheter. Si on est en dessous de 3%, eh ben, en tant que locataire, on bénéficie quand même de sécurité, comme l'indemnité d'éviction, comme le droit de préférence et des loyers super encadrés. Moi, mon expérience, je vais finir à exactement 12 minutes 54. Moi, mon expérience sur les vignes, c'est qu'on est dans un système quasi communiste. C'est-à-dire que à mon viticulteur, je loue ce qui est prévu à Bourgueil, 800 litres l'hectare. Lui, il produit jusqu'à 5000 litres l'hectare. Et ensuite, le litre à l'hectare, il est déterminé par la préfecture sur les 3 dernières années lissées du Bourgueil qui sort de coopérative. Donc on a un système sur lequel le marché de l'offre et la demande marche très peu, ou en tout cas sur le vin le moins intéressant, parce que moi je fais un Bourgueil haut de gamme qui ne passe pas par la coopérative, et donc qui vaut beaucoup plus cher que le prix qui sort de la coopérative, et donc il y a quand même une sécurité. Donc ma conclusion en 3 points. 1, plutôt passer le BPREA, évidemment. 2, avoir tout de suite la superficie mature. Et ensuite, le choix entre acheter et louer, ces fameux 3%. Si on est au-dessus, on essaye d'acheter. Si on est en dessous, on essaye de louer. Et dans tous les cas, si on loue, on tente une négociation sur un bail amphithéotique. Beaucoup de chiffres. C'est compliqué. Ça nous amène quand même à quelque chose qui est quand même très clair, c'est que c'est foutument compliqué d'accéder à la terre, de voir combien il faut qu'on la prenne, combien on doit la payer, combien on doit la louer si on doit la louer, et toutes les interactions qu'il y a entre le moment où on cultive et où on va gagner de l'argent. Est-ce que c'est quand même assez fondamental. Moi, je vois Camille à côté de toi qui est en train de tomber dans les vapes. Bon, en attendant, c'est le moment de parler de terre de liens, par exemple. L'accès à la terre qui n'est pas évident. D'autant plus sur des nouveaux profils d'agriculteurs qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, qui ne sont pas forcément dans des cadres de reprise d'exploitation familiale, ou alors par souci de difficultés dans ces rapports familiaux, décident de rentrer dans des démarches de déplacement rural et qui vont se retrouver à rechercher de la terre sans s'installer sur les fermes familiales
par difficulté quelconque, et vont se retrouver confrontés aux mêmes difficultés des orchidées familiaux qui se confrontent à cette recherche de foncier qui n'est pas forcément évident. Un marché foncier aussi qui a un fonctionnement assez particulier, qui fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, qui en plus, quand on commence à toucher à la question du foncier, on s'attaque un peu à une boîte de Pandore dans laquelle il y a beaucoup d'histoires locales, de voisins, de familles qui ressortent, des histoires de conflits aussi, qui sont héritées, dont on ne se rappelle plus forcément des origines de ces conflits-là, mais qui existent et qui sont latents dans les relations et dans les rapports qu'on va pouvoir avoir avec le foncier. Donc voilà, il y a beaucoup il y a cette difficulté d'accéder au foncier et ce marché foncier qui est quand même qui a un fonctionnement particulier, qui en plus est soumis à des logiques de spéculation comme ce qu'on a pu mentionner, des logiques de spéculation foncière, des logiques de spéculation immobilière qui va venir encore plus alimenter cette dynamique de spéculation foncière. Donc ça devient un chantier assez complexe et dans lequel l'humain, finalement, a aussi un rôle assez important. Donc pourquoi Terre de Liens ? Donc c'est avant tout né de ce constat de difficulté d'accès à ce foncier-là. Mais aussi avec une importance particulière qui est donnée au facteur humain, en fait, dans ces relations au foncier. Donc c'est un peu les deux axes de constat qui sont à l'origine de ce mouvement Terre de Liens, au sein duquel moi je suis salariée au sein de l'association régionale Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, mais on fait partie d'un mouvement national qui est un peu plus complexe que ça, avec une histoire de différentes structures qui sont pensées comme complémentaires pour essayer d'agir ensemble, aussi bien à échelle nationale qu'à échelle locale, sur ces rapports au foncier et pour faciliter l'accès au foncier. Alors, toute cette histoire du mouvement Terre de Liens, elle commence. Il faut bien lui donner un moment de début, même si en soi les prémices sont beaucoup plus anciennes. On peut dire qu'elle commence à la fin des années 90, lors d'une rencontre entre différents acteurs de l'éducation populaire qui se réunissent sur la question, dans le sein d'une réunion nationale, sur la question de l'accès solidaire et coopératif au foncier. Et qui naît de la convergence de ces acteurs de l'éducation populaire, de la filière de la bio, des différents acteurs de la bio, des acteurs de l'épargne solidaire, dont la NEF en particulier. Donc c'est cette réunion d'acteurs différents qui est à l'origine d'une réflexion sur, face à ce constat foncier qui est assez complexe, comment on peut imaginer de sortir le foncier de toutes ces logiques spéculatives, les terres de ces logiques spéculatives. Juste dire que la NEF, c'est une banque qui n'est pas franchement à vocation capitaliste, qui est plutôt une banque solidaire, qui finance de façon privilégiée tous les projets ou solidaires ou environnementaux, et pas du tout une banque spéculative. Donc voilà, c'est un peu les acteurs qui sont à l'origine de toute cette histoire. Et autour de ça, donc, c'est surtout au moment des transactions que ces logiques de spéculation qui vont avoir une répercussion importante sur la hausse un peu constante du prix du foncier, bien qu'il ait quand même réussi à être maîtrisé en France, notamment grâce à la création des SAFER, ce qui, en comparaison à d'autres pays d'Europe, est quand même assez crucial dans le rapport au foncier. Dans cette réflexion de comment on pourrait arriver à sortir les terres de ces logiques spéculatives, naît l'idée de, pourquoi pas, sur le modèle d'habitat et humanisme, de constituer une foncière dont les fonds, donc cette structure économique, dont les fonds proviennent de l'épargne citoyenne, pour pouvoir se porter acquéreur de ces terres et pouvoir plus facilement les mettre à la location de ces agriculteurs hors cadre familial qui cherchent à s'installer, qui n'ont pas forcément un accès facilité aux terres. Donc du coup, l'idée de ce mouvement Terre de Liens naît autour de l'idée de
pourquoi pas créer cette structure économique citoyenne à échelle nationale. Donc c'est un fonds, une structure qui va fonctionner sur cette épargne citoyenne qu'on va pouvoir mobiliser, mais qu'à condition d'avoir des personnes qui vont faire le relais sur les territoires pour pouvoir mobiliser cette structure économique qui va pouvoir se porter acquéreur de fermes et de terres agricoles et faciliter les installations. Donc du coup, se pense en amont de la création de ces structures économiques, la foncière, l'idée de formaliser une association à échelle nationale en 2003. Donc c'est une réflexion qui part un peu de cette idée de national, on va se constituer en mouvement associatif de citoyens à échelle nationale et essayer de mailler l'entièreté du territoire français pour avoir des relais locaux, pour sensibiliser les différentes personnes qui habitent nos territoires, que ce soit agriculteurs, que ce soit d'autres types de citoyens, à ces questions du foncier et de l'installation agricole et de la transmission agricole. Et au fur et à mesure du temps, se sont constituées du coup des associations autonomes sur les territoires, du coup plus à échelle régionale. Donc on part d'une association nationale qui est constituée dans l'idée de on va soutenir à la création d'associations autonomes à échelle régionale pour pouvoir qu'elles aient accès à cette structure autre que sera la foncière, qu'elles pourront mobiliser dans l'objectif d'acheter des fermes pour les mettre en location et s'engager à ne plus les revendre, ces fermes et ces terres, justement, et faciliter l'accès de ces porteurs de projets à ce type de ferme. Et entre autres, donc en fonction de chaque association régionale Terre de Liens, il y a des idées de priorisation politique, stratégique, qui vont être très différentes d'une région à l'autre. Donc c'est comment on s'organise sur les territoires en lien avec ces territoires-là, différents types d'acteurs, que ce soit des citoyens, des acteurs publics et autres. Les institutions notamment, agricoles, mais pas que, pour pouvoir arriver à des formes d'accompagnement et d'être ces facilitateurs sur des territoires pour pouvoir faciliter aux transmissions et aux installations qui sont quand même le sujet en fait au sein de cette question foncière. Et cette facilitation, elle se manifeste comment ? Alors cette facilitation, nous en tout cas à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté, on va avoir tout un travail sur l'humain, comme je pouvais le dire, sur l'humain, sur la mise en relation de porteurs de projets avec des agriculteurs, des cédants, en amont des transmissions de ces cédants-là aussi, être dans la relation avec ces personnes qui sont en relation elles-mêmes avec des propriétaires. Donc c'est un peu toute cette logistique relationnelle autour de ces parcours de transmission qui sont pas forcément faciles aussi à aborder. Donc nous, c'est surtout sur le travail de l'humain à ces moments assez complexes aussi de certains moments de nos vies. Et puis surtout, donc un accompagnement un peu humain sur le volet humain de ces propriétaires qui, par exemple, nous sollicitent en nous disant bon bah voilà, moi j'ai été en activité toute ma vie, la question du renouvellement des générations, ça nous tient à cœur. Comment on pourrait avancer sur cette thématique-là ? Je ne sais pas forcément par quoi commencer. Comment on peut avancer là-dessus ? Comment vous pouvez nous mettre en lien avec des personnes, avec des projets dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui pourraient convenir sur mon terrain. Mais en fait, est-ce que la relation va bien marcher ? Et donc, du coup, nous, on est facilitateurs de ces relations-là, de ces mises en relation entre personnes qui ne sont pas forcément menées à se rencontrer d'elles-mêmes, parce que c'est pas si facile que ça. Donc vous avez deux aspects, c'est la mise en relation des humains entre eux, ça c'est bien, et aussi le fait d'acquérir des terres. Voilà, c'est ça. Concrètement, voilà. C'est ça, mais en mobilisant cette structure économique annexe. Voilà. Donc, après, il y a tout aussi un pan de développement de l'association qui se fait sur le travail partenarial en lien avec les collectivités, en lien avec la SAFER, avec la Chambre d'agriculture, avec d'autres types d'acteurs sur nos territoires pour arriver à mieux accompagner ensemble les demandes, que ce soit des cédants, de certains agriculteurs, comme des porteurs de projets avec des profils
qu'on n'avait pas forcément autant l'habitude d'accompagner. Donc toute cette réflexion très partenariale à développer, et puis le montage et la participation à des formations pour justement permettre aux porteurs de projets, qui sont pour la grande majorité pas issus du milieu agricole, d'être... c'est ce dont on a pu parler aussi ce matin, sur la capacité à se rendre compte de ce monde agricole, de son fonctionnement, de la réalité du métier, auquel ces personnes ne sont pas forcément confrontées parce qu'elles n'en sont pas issues. Et donc c'est comment on travaille avec ces nouveaux porteurs de projets pour les rendre... compétents et aptes à des rencontres avec des agriculteurs, avec les institutions, au moment où leur projet pourra le mieux correspondre justement avec ces mouvements de foncier. Le fait que l'agriculteur ne devienne jamais propriétaire d'une propriété terre de liens, ça lui permet de prendre moins de risques. L'investissement financier est beaucoup moins important et donc ça facilite les choses. Le rapport avec la SAFER, par exemple, il se fait très en amont. Est-ce que vous allez voir la SAFER pour demander s'il y a des terres à vendre, pour pouvoir acheter de la terre et, entre guillemets, la préempter pour pouvoir aider à s'installer? Ou bien vous privilégiez plutôt le rapport avec les agriculteurs en organisant... Je sais que vous organisez des cafés pour les sessions de ferme, mais... Qu'est-ce qu'est la piste privilégiée en fait? Alors ça va beaucoup dépendre parce que typiquement la SAFER fonctionne à échelle départementale. On va avoir des pratiques de travail et d'échange avec les SAFER qui est très variable en fonction des départements. Aussi, il faut dire qu'à ce stade, notre association régionale, elle est beaucoup plus ancrée et depuis beaucoup plus longtemps du côté Franche-Comté que du côté Bourgogne. Par exemple... Il y a des dynamiques de travail, mais qui est assez invisible, qui finalement, aujourd'hui, par exemple dans le Jura, les relations et les pratiques de travail en lien avec techniciens et directeurs du Jura font que, des fois, étant donné qu'ils savent que nous, on peut se porter acquéreurs de ce foncier-là et qu'on a un peu ce vivier de porteurs de projets avec qui on travaille la relation avec les cédants qui est assez opérationnel, ils peuvent nous contacter en amont dès qu'ils ont une piste potentielle de ferme qui va transiter par leurs mains pour nous permettre de nous positionner le plus en amont possible en tant qu'acquéreur potentiel en fait, de ces fermes-là. Donc ça c'est un cas en particulier de pratiques de travail qui ont été développées sur le long terme, en particulier sur ce territoire-là, parce qu'il y a eu un ancrage plus important de l'association dans le Jura qu'en Bourgogne, de manière générale. Mais voilà, tout est aussi à définir en fonction des humains et de chaque territoire, de nos dynamiques d'ancrage, de nos stratégies communes. Donc voilà. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, vous pouvez applaudir, vous avez le droit. D'ailleurs, on refera un deuxième tour pour applaudir la SAFER qui n'a pas été applaudie tout à l'heure. Maintenant, je voudrais redonner la parole à Marion Cantrel, qui va nous dire un petit peu en quoi Summer des Possibles a un rapport au foncier, à la SAFER et aux chambres d'agriculture. Du coup, moi, je m'appelle Marion, donc je suis salariée animatrice à Summer du Possible, qui est le réseau de lieux tests bourguignons. Donc, le principe, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets qui veulent tester des activités agricoles. J'ai pas précisé ce matin, mais on accompagne principalement des projets en maraîchage, en plantes à parfum aromatique et médicinal. On a fait par le passé un peu d'élevage en escargot ou sur des abeilles, par exemple. Et on aimerait bien se diversifier sur de l'élevage. Donc nous, on accompagne les porteurs de projets pour qu'ils puissent tester leur activité dans des conditions qui sont sécurisantes et pour limiter la prise de risque et pour s'assurer derrière d'une installation qui soit plutôt fonctionnelle et qui tourne sur le long terme. Donc ce matin, j'ai parlé plutôt de la fonction couveuse qui permet de porter juridiquement les porteurs de projet et de la fonction accompagnement qui permet d'accompagner le porteur de projet tout au long de son test et après. Et du coup, là, l'idée, c'est peut-être un peu plus de parler de la fonction pépinière qui est rattachée aux espaces tests agricoles, qui concerne la mise à disposition des moyens de production, donc qui sont aussi bien le foncier et le matériel. Donc nous, Summer du Possible,
On s'appelle réseau de lieux test parce qu'en fait, on a des lieux test qui sont répartis partout sur le territoire. C'est ce qu'on appelle du test en archipel. Donc, vous connaissez peut-être à l'échelle nationale d'autres lieux test qui sont des lieux test permanents, où là, on va plutôt avoir un lieu test qui est rattaché en général à une collectivité où c'est une seule et même structure et où on va avoir un défilé de porteurs de projets au fur et à mesure qui vont aller s'installer ailleurs à terme. Alors que nous, on fait plutôt du test en archipel, c'est-à-dire que les lieux ont vocation potentiellement à amener une installation sur place ou pas forcément. Mais l'idée, c'est pas forcément que les porteurs de projets défilent sur un lieu, c'est plutôt qu'on ait des lieux répartis un peu partout sur le territoire de la Bourgogne. Je ne l'avais pas non plus précisé trop ça ce matin, mais je pense que là, pour la partie foncier, c'est important de faire la différence. Du coup, étant donné qu'on est en archipel et qu'on est sur des productions qui nécessitent peu de foncier, en fait, c'est deux choses différentes. On fait du test en archipel, du coup, ça nécessite d'avoir plusieurs fonciers différents. Et on est sur des petites productions, donc qui nécessitent des fonciers de petite surface. On part du principe que les mises à disposition qui sont faites aux porteurs de projets sont des mises à disposition à titre gratuit. Donc nous, en tant qu'association qui accompagnons le porteur de projet, on s'assure d'avoir des contrats de mise à disposition, des commodas, qui permet au porteur de projet en fait, d'avoir accès à la terre à titre gratuit pendant son test. Et si éventuellement les sites sont déjà équipés de matériel, par exemple de serres pour mettre en place du maraîchage, là on va avoir une location au propriétaire plutôt sur la partie matérielle. Mais on met vraiment un point d'honneur à ce que le foncier soit mis à disposition gratuitement pour les porteurs de projets. Après, on peut peut-être détailler un peu les sources de foncier qu'on a différentes. Donc, en fait, nous, on n'est pas vraiment proactif à Semeurs du Possible pour aller démarcher ni les porteurs de projets ni les propriétaires, parce que dans le fond, on n'a pas suffisamment le temps d'accompagner tous les projets qu'on souhaiterait. On accompagne une dizaine de porteurs de projets par an et donc de propriétaires, puisque ça marche par binôme. Et du coup, les différentes sources de foncier qu'on va avoir, donc on a des cas où c'est des collectivités qui nous contactent. Donc, par exemple, dans Lyon, on avait la commune de Cravant qui nous avait contacté, qui avait un site à mettre à disposition, mais qui n'était pas équipé. Donc, du coup, pour l'instant, ça traîne un peu la patte. En fait, c'est vrai que dans les faits, la plus grosse difficulté qu'on a, nous, aujourd'hui, pour réussir à faire le lien entre un porteur de projet qui a un projet et un propriétaire qui a du foncier à mettre à disposition, c'est la partie investissement pour les équipements, parce qu'on ne souhaite pas que ce soit le porteur de projet qui porte le gros des investissements, sinon on perd cette idée de réversibilité du test et cette idée de limiter la prise de risque. Mais souvent, les propriétaires, ils ne sont pas non plus en moyen de porter les équipements financiers qui nécessitent une installation. Et du coup, ça fait qu'on a un peu, des fois, pas mal de propriétaires qui nous contactent, qui sont très partants pour mettre à disposition du foncier. Et finalement, on a assez peu de solutions et c'est des dossiers qui ne donnent pas forcément suite. C'est un autre dossier, mais on réfléchit en interne à mettre en place un fonds d'investissement pour porter les équipements et pour pouvoir justement ouvrir de plus en plus de lieux tests pour les porteurs de projets. Donc des fois, on a des collectivités qui portent, qui mettent à disposition des lieux tests. Et là, c'est vrai que c'est assez avantageux dans le sens où, du coup, les collectivités mettent à disposition le foncier gratuitement. Et en général, les collectivités sont prêtes à porter les investissements pour le matériel. Et sous un système de location-vente, les porteurs de projets peuvent, avoir accès au matériel, le louer pendant une certaine période. Et si à terme, il y a une installation, et du coup, on déduit le prix qu'ils ont loué et puis ils rachètent le matériel. Donc pour la collectivité, c'est une opération blanche, et pour le porteur de projet, ça lui permet d'avoir sécurisé son installation tranquillement. Donc l'accompagnement via les collectivités, c'est... j'aurais du mal à donner les chiffres, mais je pense que c'est pas loin d'un tiers des accompagnements qu'on propose. Et du coup, on est pas mal sollicité par les collectivités, notamment là, avec toutes les démarches de PAT, projet alimentaire de territoire, mais on l'avait déjà dit. Et du coup, on est pas mal sollicité. Après, on a aussi les agriculteurs directement, dans le cadre soit de transmission, soit de potentielles associations, ou parfois pas du tout, mais qui souhaitent juste mettre à disposition une partie de leur foncier, qui veulent bien, du coup, libérer une partie des terres. Je le disais tout à l'heure, c'est des surfaces de 1 à 2 hectares, donc c'est pas immense pour des agriculteurs qui auraient des fermes assez conséquentes. Et dans un esprit de diversifier un peu les productions, on a de plus en plus quand même d'agriculteurs qui nous sollicitent pour mettre à disposition leur foncier. Après, on pourrait détailler, mais du coup, il y a le cas des transmissions où c'est un peu plus compliqué, où là, toutes les situations de test sont tellement différentes qu'en fait... il y aurait plein de cas à détailler. Mais vous avez des propriétaires fonciers privés, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui mettent des terrains à disposition ? Non. Non. Parce qu'on sait que ça existe. On en rencontre de temps en temps qui aujourd'hui des gens qui ont des grandes propriétés, qui cherchent
vraiment à ou aider un maraîcher à s'installer, ou à proposer une zone en test, en prêt, Ouais. des choses comme ça, sachant que les baux agricoles sont souvent un peu effrayants pour des propriétaires, et tandis que ce genre d'initiatives sont plus faciles à accepter. Peut-être que ça rejoint. En fait, je pense que je voyais pas très bien ce que tu mettais derrière propriétaire privé. Mais pour le coup, on a des personnes qui sont quand même déjà un peu en lien, en tout cas avec la sensibilisation, éducation populaire, ou qui ont un attrait pour la souveraineté alimentaire, le monde agricole et la transition écologique, tout ça. Donc, quand tu as posé ta question, je pensais que tu parlais d'instances vraiment éloignées de ce monde-là. Mais du coup, oui, pour le coup, là, on a des propriétaires privés aussi qui nous contactent. Par exemple, dans Lyon, pas très loin d'ici, à Chanlay, il y a le Colombier Vert, avec qui on est en train de réfléchir à monter un projet de test sur place, qui est prêt, parce qu'ils ont 8000 m² de verger et puis de surface disponible, qui nous ont dit, en fait... nous, on n'a pas forcément les moyens, encore une fois, de porter les investissements pour le matériel, c'est toujours le nœud. Nous, on essaye de trouver de notre côté de quoi équiper le lieu, mais en face, on a une porteuse de projet qui pourrait être intéressée, et en fait, on arrive à créer des synergies comme ça. Et oui, les propriétaires privés, finalement, on en a quand même qui nous contactent. Oui, on a par exemple pas mal de propriétaires de châteaux, par exemple, qui ont beaucoup de terres et qui veulent proposer une partie de leur terre pour vraiment ce cadre-là. Alors, pas forcément des écolos de base, mais qui ont le sentiment qu'ils vont avoir quelque chose de plus utile pour les communs, bizarrement. Ouais, non, mais c'est une bonne chose. Et c'est vrai que le test d'activité, ça peut permettre vraiment de faciliter cette relation entre le propriétaire et le porteur de projet, dans le sens où on n'est pas soumis à un bail agricole de 9 ans au minimum. Enfin, il y a très peu de contraintes, en fait. C'est un schéma qui est assez contraignant, aussi bien pour le propriétaire que pour le porteur de projet. On essaye de faire en sorte que ce soit le moins engageant possible. C'est des commodats de mise à disposition sur 1 an, mais qui peuvent être arrêtés à tout moment, aussi bien par chacune des parties prenantes. Et finalement, ça peut être une solution aussi, même pour des personnes complètement extérieures au monde agricole, de mettre à disposition du foncier et qui n'auraient pas la charge de devoir accompagner forcément le porteur de projet sur des aspects techniques ou sur des choses que les propriétaires peuvent ne pas maîtriser, puisque nous, on est là en parallèle pour faire cet accompagnement-là aux porteurs de projet, quoi. Et est-ce qu'il y a des agriculteurs qui prêtent des terres, des grands agriculteurs qui prêtent des petits bouts de leur propriété pour les porteurs de projets? Alors, dans les faits, pas beaucoup de gros agriculteurs, comme on pourrait l'entendre. C'est souvent des... Non, dans les faits, c'est souvent des maraîchers qui veulent transmettre, où là, du coup, il y a peut-être une période de transmission qui peut être faite du coup, via du test d'activité, où l'agriculteur qui souhaite transmettre sera tuteur pendant 1 ou 2 ans, puis assurera la transmission tranquillement, ou des maraîchers qui cherchent des personnes pour s'associer. Après, non, en tout cas, de notre vécu, on n'en a pas eu. Mais... Oui, on entend faut parler des bouts de champ, en fait, toutes les pointes qui sont problématiques pour les exploitations très mécanisées. Malgré tout, on a quand même, enfin, à moins que vous ayez des choses à me raconter à ma droite, mais a priori, on a beaucoup de mal à les obtenir. Il y a un rapport à la terre et au fait de se délester d'une partie de sa terre qui est souvent très, très compliqué. Et on va plutôt pouvoir voir des gens qui vont les passer en jachère ou qui vont les exploiter en taillis à courte rotation, des choses comme ça, plutôt qu'autre chose. Ouais. Et j'avais une idée. Désolé. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Ah oui, non, c'est aussi le fait, je disais tout de suite qu'on n'était pas proactifs, nous, dans la recherche de foncier, parce par manque de temps et parce que finalement, on a suffisamment d'accompagnement en cours et qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. Et du coup, on ne cherche pas non plus à démarcher les agriculteurs pour leur dire ce petit bout-là, il pourrait être intéressant à mettre en test. Je disais aussi que du coup, il y avait toute l'histoire d'équiper les sites. Donc, les petits bouts de champ, ça veut dire donner l'accès à l'eau, donner l'accès à l'électricité s'il faut mettre une pépinière. Et du coup, c'est parfois plus des nœuds au cerveau qu'autre chose pour les agriculteurs. Et du coup, ils ne veulent pas forcément prendre du temps pour ça. Enfin, ce que je peux comprendre. Et c'est ce que je disais, nous, on ne les démarche pas non plus pour ça, quoi. Après, par le passé, moi, j'ai pas trop connu ça en étant à Semeur, mais on a travaillé pas mal avec des établissements de formation, enfin les CFPPA, qui mettaient aussi à disposition, ils ont... Oui, on l'a dit tout à l'heure. Centre de formation pour adultes, pour simplifier. Et pour le coup, on avait souvent des partenariats. Le CFPPA de Château-Chinon fait partie des entités qu'ont constitué l'association pour laquelle je travaille, donc ils sont toujours en lien avec nous. Et par le passé, ils avaient déjà mis à disposition du foncier, du matériel, tout ça, et ils accompagnaient des porteurs de projets pour développer ces projets-là.
Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de projet en cours là avec des établissements de formation, mais au niveau du réseau national des espaces tests, le RENETA, ils essayent, réseau national des espaces tests agricoles, ils essayent de relancer cette dynamique au niveau des établissements de formation parce que c'est quand même un bel enjeu. Souvent, il y a du foncier à disposition, il y a du matériel, et du coup, ça permettrait de mettre en place des lieux tests assez simplement. Et surtout, quand en sortie de BPREA, ça peut être aussi pertinent de potentiellement rester sur place ou continuer sur les mêmes lieux. Et dernier point qui est important, c'est qu'une autre des sources de foncier est aussi, et très souvent, je pense que 50% presque les 2 autres tiers de ce dont je parlais tout à l'heure, des cas, c'est les porteurs de projets eux-mêmes qui mettent à disposition le foncier. On a énormément de porteurs de projets qui arrivent, qui ont déjà leur foncier, mais qui se sentent pas tout de suite j'ai pas fait gaffe autant, qui se sentent pas tout de suite de se lancer dans une installation, et du coup qui mettent eux-mêmes le foncier à disposition de eux-mêmes pour leur activité, et du coup qui se testent directement chez eux. En fait, c'est des porteurs de projets qui ont déjà du foncier. Donc là, il n'y a pas de foncier à acquérir. Ils arrivent avec leur foncier et ils ne souhaitent pas s'installer tout de suite parce qu'ils ne sont pas forcément sûrs d'être prêts, ou finalement ils ont une maison puis ils se rendent compte qu'il y a 5000 m² derrière qui ne sert pas, et ils se disent pourquoi pas essayer, et du coup ils font une période de test avec nous, et donc c'est eux en général qui équipent le lieu et tout ça. Donc là, l'aspect réversibilité c'est moins évident vu qu'ils sont aussi propriétaires, mais du coup nous on les accompagne quand même à se tester, et ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas su, qu'on peut faire de l'accompagnement aussi pour des gens qui ont du foncier, quoi. Je pense que ça va. Eh bien, merci beaucoup, Marion. Nous reste à entendre un acteur primordial dans toutes ces questions-là, qui est la Chambre d'agriculture, en la personne de son président dans Lyon, M. Arnaud Delestre, qui va nous dire un petit peu quel est son point de vue déjà sur ce qu'on a entendu peut-être, et puis ce que développe la Chambre d'agriculture, qu'elle ne développait peut-être pas auparavant, ou qu'elle a réussi à consolider. Très bien, merci. Donc Arnaud Delestre, moi je suis agriculteur à Thury, en grande culture et noyer, et donc président de la Chambre d'agriculture. Peut-être définir rapidement ce qu'est là une chambre d'agriculture en quelques mots, parce que c'est Lyon, on a l'habitude de dire qu'on est une chambre d'agriculture moyenne, environ 55 personnes, collaborateurs qui travaillent avec nous, sur différents sujets, une entrée humaine, je dirais, du projet agricole jusqu'à la cessation d'activité, donc avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire que l'accompagnement du projet tout au fil de la vie d'agriculteur, les formations notamment, et puis essayer de travailler aussi sur la transmission. Une partie filière, bien sûr, on travaille avec les filières qui existent, et puis des créations de nouvelles filières également. Bien sûr, la filière végétale prédomine dans le département, mais également la viticulture, et puis l'élevage, qui est aussi un sujet sur lequel je reviendrai, parce que on a une déprise forte en élevage, qui n'est pas sans poser plein de questions aussi. Et puis une équipe plus sur le territoire, qui est une équipe aussi importante, qui travaille depuis plus de 30 ans sur l'eau, au niveau qualité et quantité dans le département. Je le disais tout à l'heure, on a un département très touché, très concerné par la production d'eau, quelque part, vu qu'un tiers de l'eau de région parisienne vient de Lyon. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel nous sommes sensibilisés, donc pour accompagner les agriculteurs. J'ai fait schématiquement, mais c'était pour expliquer les différents métiers. De là, vous mettez aussi du juridique, vous mettez de l'urbanisme pour avoir une vision complète. Les chambres d'agriculture, c'est des établissements semi-publics qui sont régis. C'est une chambre consulaire, comme vous connaissez la CMA et la CCI, donc qui sonnent, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie. Il faut que je m'habitue à cet exercice. Donc personnes publiques associées dans de nombreux documents d'urbanisme aussi, et c'est là qu'on va faire aussi peut-être le premier lien au foncier, c'est-à-dire qu'on travaille en amont avec les collectivités et très proche aussi des services de la direction départementale des territoires, la DDT, qui gère justement tous ces documents d'urbanisme, où on a un regard au niveau de la profession sur justement de ne pas gaspiller du foncier. Je ne reviendrai pas justement sur ce qui a été dit, mais sur les 66 000 hectares qui quittent l'agriculture tous les ans, sur lequel on est très vigilant, et à chaque fois qu'il peut y avoir une réduction de cette consommation, je pense que c'est la première chose qu'il faut faire en sorte de mettre en avant. Et sur le zéro artificialisation net, on est aussi plutôt très favorable à cette mesure. Il y a des moyens de développer l'économie sans
Voilà. Il ne faut pas opposer, je pense, agriculture et développement économique, mais ça peut se faire de d'autres façons. Et on a des exemples dans les pays qui nous sont proches. On dit toujours que l'Allemagne, on compare souvent l'Allemagne, mais pour un développement économique identique, utilise moitié moins de foncier que la France. Donc voilà, sur l'aménagement des sites, il y a énormément de choses dont on peut prendre en compte, même si ça change beaucoup de vision qu'il peut y avoir de développement des collectivités. Donc on travaille vraiment très fortement avec les collectivités. Sur le point de l'installation, ce qui est aussi un enjeu majeur, le renouvellement des générations, ça a été dit plusieurs fois, la moitié des exploitants qui vont être en retraite dans les 10 ans, c'est un fait, c'est le fait bien sûr pour l'agriculture, mais c'est le fait aussi pour les territoires, d'arriver à retrouver des acteurs pour rendre les territoires dynamiques, vivants aussi, même s'il n'y a pas que l'agriculture. Donc un enjeu important, déjà sur les filières existantes, moi je veux aussi insister sur ce point-là, il y a des filières qui existent dans le département qui ont besoin aussi d'être pérennisées, quelle qu'elle soit. Je parlais de l'élevage, moi je cite le lait, le lait, il y avait 400 exploitations laitières il y a 20 ans, il y en a 130 aujourd'hui qui sont en diminution. À chaque fois que quelqu'un part de l'élevage, c'est aussi tout le paysage agricole qui change. Et donc des équilibres, même si on sait aujourd'hui, notamment avec le changement climatique, que l'équilibre qu'il peut y avoir entre les exploitations de polyculture, élevage et grande culture, c'est là qu'on a le plus de résilience. Donc il faut aussi être présent pour accompagner l'agriculture et l'élevage, sachant que derrière tout ça, il peut y avoir beaucoup de mots, mais l'entrée principale pour garder une activité, c'est la rentabilité. C'est la rentabilité, c'est la pénibilité du travail. Si on prend un exemple qui nous est très proche, le Doubs, ils installent un agriculteur pour un départ en retraite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système qui fonctionne avec le lait à compter, qui n'est pas forcément chez nous, mais ils ont une rentabilité qui fonctionne et qui attire les jeunes. On a ça avec la viticulture dans le département de l'Yonne. Mais voilà, la première chose, c'est il faut que les gens puissent s'épanouir et gagner leur vie de leur métier. Donc on accompagne bien sûr aussi sur les filières existantes. Je pense que c'est aujourd'hui le principal que l'on voit dans les installations. 70 installations aidées dans le département de l'Yonne cette année, un peu plus de 50 depuis plusieurs années, mais on était tombé à 25 il y a quelques 7-8 ans aujourd'hui. Donc une majorité bien sûr sur des filières existantes, mais de plus en plus, et la Chambre de l'agriculture est là pour les accompagner. On reçoit au niveau du point accueil installation, PAI, à peu près 200 porteurs de projets tous les ans. C'est-à-dire 200 à 250 personnes qui ont un projet qui n'est pas forcément mûr, mais qui veulent se rapprocher de l'agriculture, qui se disent, moi j'ai 5000 mètres carrés, j'ai la possibilité de récupérer, ou bien ça m'intéresse de revenir, et donc qui poussent la porte de la Chambre d'agriculture et qui font part de leurs projets. Des projets sont très mûrs, d'autres sont juste une esquisse sur un papier, et le but c'est de les accompagner tous dans leurs projets, quel que soit leur mode de production, et à partir du moment où on les accompagne à se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui leur manque, est-ce que c'est de la formation, on a parlé des PRUA, c'est bon, je ne suis pas obligé de leur dire, d'un certain nombre d'éléments, ou d'accompagnement, de travailler en collectif. Donc on accompagne tous ces porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux depuis une dizaine d'années, c'est évident, et le but c'est aussi d'aller vers eux. On a aussi à la Chambre d'agriculture un répertoire à l'installation, alors qui existe depuis des décennies aussi, mais qui malheureusement a le mérite d'exister, mais il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est un fait sur ce site. Par contre, il est entretenu et on travaille depuis de nombreuses années, c'est peut-être une des nouveautés par rapport à il y a une vingtaine d'années, à travailler avec les cédants, les futurs cédants. Parce que si on veut installer, il faut aller chercher les cédants. Juste définir ce que c'est que ce répertoire. Répertoire à l'installation, c'est un répertoire. D'un côté, on a les personnes qui viennent à la Chambre en disant moi j'ai une exploitation à céder, tout simplement, si je puis dire, voilà mon type d'exploitation. Et puis de l'autre côté, on a des jeunes ou moins jeunes porteurs de projets qui disent moi je recherche plutôt tel type d'exploitation. Alors ça peut être du travail en société, mais on s'aperçoit que souvent c'est plus des demandes individuelles. Mais voilà, on répertorie les demandes et puis les offres d'exploitation. Et c'est là que je dis que c'est déséquilibré, c'est qu'on a assez peu d'offres d'exploitation par rapport aux porteurs de projets. Et tous les porteurs de projets viennent s'inscrire dans ce répertoire ? C'est pas une obligation, c'est un répertoire. On essaie de faire en sorte qu'il soit connu pour que les gens puissent s'y rapprocher, et puis s'en rapprocher, et qu'on puisse faire le lien. Dès qu'on voit que quelque chose match, on peut faire le lien entre un porteur de projet et un cédant. On travaille bien sûr en lien, Joël l'a dit, avec les SAFER, parce que voilà,
en général les jeunes qui sont aujourd'hui dans le cursus. Donc on peut faire le lien aussi avec la SAFER et ce qui est proposé. Et ce lien avec les cédants, on s'est aperçu qu'il y a quelques années, ça ne prenait pas forcément. On arrivait à faire, quoi, très sincèrement. Quand on faisait une formation avec 5 personnes, c'était bien. Aujourd'hui, on est à 5 formations, voire 6 à 15 personnes qui viennent. Des cédants qui vont céder dans les, après ça va, dans les 5 à 10 ans et qui s'interrogent sur justement tout le choix. Alors, ils ont peut-être déjà décidé d'aller céder à leurs voisins. C'est une possibilité. Ils s'interrogent sur quelles sont les actions à faire pour toucher la retraite, comment est-ce que je fais. Ou bien ils se disent, ils sont ouverts. Pour moi, ma ferme correspond plus à quelque chose de viable, mais je veux avoir votre avis et votre regard sur ce point-là. Sur ce point précis, en termes d'arbitrage, si un cédant a décidé de céder à son voisin, quel est votre arbitrage possible, à vous, Chambre d'agriculture, ou à vous, SAFER ? Je laisserai Joël répondre, mais nous, aucun, quoi, à partir du moment... Alors, aucun. L'exploitant n'est pas forcément propriétaire de l'ensemble de ces terres. Hein, on l'a dit tout à l'heure, vous parlez d'un tiers, mais c'est à peu près... Voilà, c'est ça, un tiers à la moitié des terres ne sont pas propriété de l'exploitant. Donc il y a ce travail-là. Peut-être que le cédant ne veut pas, mais peut-être que le propriétaire, lui, a déjà décidé ce qu'il ferait, quoi. C'est pour ça que c'est toujours un peu plus complexe. Nous, à notre niveau, on est dans l'accompagnement, dans l'accueil des porteurs de projets. Donc soit ils ont déjà leur idée, mais quelque part, c'est la leur. Hein. Nous, on n'est pas là pour leur dire bah non, vous n'allez pas faire ça. Non, on peut leur dire ce qui existe comme possibilité. Ou bien, ce qui est intéressant, parce qu'on n'est pas là pour forcer la main de qui que ce soit, on est là plutôt pour répondre aux questions. Ce qui est intéressant, c'est de montrer à un exploitant qu'il voit son exploitation d'une certaine forme. Il était en élevage allaitant sur moins de 100 hectares, et puis il se dit bah non, c'est pas viable, moi je peine, je veux pas qu'un jeune le fasse. Et puis de dire, mais peut-être qu'avec votre ferme, on peut faire autre chose. On peut peut-être se lancer sur une exploitation de brebis laitières ou autre. Avec la transformation, on a des jeunes qui seraient intéressés. Votre exploitation pourrait convenir. Ou bien vous avez une partie qui pourrait tout à fait faire du maraîchage. Il y a des porteurs de projets qui seraient OK pour y aller. Et voilà, c'est sur ces points-là qu'on travaille. Et on s'aperçoit donc depuis une dizaine d'années maintenant qu'on a de plus en plus d'exemples de réussite dans ce sens-là. De toute façon, il est évident que, encore je le répète, mais que si on ne fera pas d'installation, c'est difficile de faire des installations si on ne va pas aller sensibiliser le cédant à un moment donné. Donc voilà, moi je pense que c'est un point important, sachant qu'il y a toujours bien sûr la liberté. À la fin, c'est bien le cédant ou le propriétaire qui décide de ce qu'il fera. C'est là-dessus. Avec ou sans l'aval de la SAFER ? Alors oui, Arnaud l'a précisé, la SAFER, je le rappelle, n'intervient que sur les ventes. Donc quelqu'un qui arrête à l'âge de la retraite ou avant pour divers motifs, il est propriétaire, il est fermier. Sur la partie propriété, s'il la vend, la SAFER sera notifiée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par le notaire en indiquant qui projette d'acheter cette propriété, pour partie, en tous les cas la partie à la vente. Et là, la SAFER jugera si c'est judicieux ou pas de laisser ce projet d'acquisition aller au bout, ou si, au regard des représentants, encore une fois, c'est pas la SAFER à Auxerre, c'est les correspondants structures sur le territoire des 4 syndicats majoritaires, c'est nos 2 tutelles, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais un comité technique et aussi comme membres nos 2 tutelles, représentants des finances et de l'agriculture, donc DDT et services fiscaux, et une préemption, le cas échéant, ne sera possible qu'avec l'accord de ces 2 tutelles. Mais la préemption n'est pas du tout systématique, mais c'est une bonne question parce que ça me permet de clarifier ça aussi. Bien souvent, on nous dit que fait la SAFER dans cette opération. La SAFER, elle n'a rien à faire, c'est une cession. C'est un agriculteur qui cède son bail, l'ensemble de son outil de production, sans qu'il y ait vente, et la SAFER n'a absolument rien à faire là-dedans. Voilà. Je rajoute un mot, mais je rebondis sur ce que je voulais dire sur l'histoire des tutelles, parce qu'il est assez peu connu souvent. C'est vrai que la SAFER, quand elle acquiert un bien ou quand elle rétrocède, ça passe forcément par la validation des 2 ministères ou de leurs représentants en région, qui sont la DRAF et la Direction régionale d'alimentation et de la forêt. J'en ai oublié un à dire, mais oui. Merci. Et puis les services fiscaux. On va dire ça, ça j'éviterai d'en utiliser un autre. Et puis, pour terminer, Joël m'a piqué 30 secondes, donc je peux reprendre un peu, mais sur le travail de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs au niveau de la commission départementale, je l'ai noté pour être sûr de ne pas dire de bêtises, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPNAF, travaille aussi, et c'est un des endroits où on gère vraiment
où on évite un maximum le gaspillage, je reprends ce terme, du foncier. On passe beaucoup de dossiers, bien sûr, tous les documents d'urbanisme des communes passent dans cette commission, et on est là pour donner des avis si on estime que justement le nombre d'habitations qui est prévu ne correspond pas au développement des ménages, si les zones d'activité économique paraissent disproportionnées par rapport au potentiel. On est là pour donner des avis qui, derrière, en règle générale, sont suivis. Donc c'est un lieu quand même important d'échange avec l'administration. Et puis pour faire le lien, on travaille aussi beaucoup dans ces CDPNAF, donc maintenant je peux le dire, sur tout ce qui est énergie, parce qu'on a de plus en plus, et ça fera le lien avec votre prochaine table ronde, mais tout ce qui est une nouvelle loi énergie qui vient de sortir, et tout ce qui est photovoltaïque ou agrivoltaïsme au sol, qui est un vrai débat aujourd'hui de société, passe aussi par ces commissions, et c'est un endroit où il doit y avoir aussi ce débat, et c'est un peu ce travail entre l'agriculture avec l'entrée alimentaire et énergétique. Merci beaucoup. Écoutez, on a appris des choses. Bonjour, donc déjà merci beaucoup, parce que je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir notamment avoir la SAFER, la Chambre d'agriculture, et de découvrir un peu mieux vos missions, comment vous fonctionnez, etc. Moi je trouve ça très intéressant. Les questions que je me posais, c'est donc vous avez parlé de tutelle. J'aimerais savoir qui donne, si ce sont ces tutelles qui vous donnent vos orientations que vous allez ensuite mettre en œuvre, notamment quand on parle de zéro artificialisation des sols. On sait qu'auparavant, il y avait plutôt une tendance à essayer de tenter des remembrements agricoles, des choses comme ça. J'aimerais savoir qui est-ce qui fixe cette politique, comment ça se fait, quelle marge de manœuvre vous avez après là-dessus. Et la question suivante, c'est, vous avez évoqué la CDPNAF, alors il y en a une autre, la CODERST, je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais ces commissions, vous disiez qu'elles donnent des avis et qu'elles prennent en compte notamment la préservation des terres, etc. Moi, j'ai un cas particulier en tête. À côté de Sens, on a eu un projet d'installation par Panhard d'une énorme zone Zalando, là, enfin, d'un truc énorme sur 40 hectares de terres agricoles, etc. Je n'ai pas bien compris quelle était la position. Je ne sais même pas si on a eu un avis clair de la commission là-dessus. Et c'est des citoyens qui ont dû prendre le relais pour aller, et des associations de protection de l'environnement, pour aller finalement décourager les entrepreneurs qui voulaient faire ce projet-là. Je ne suis pas persuadé que ce soit très performant pour l'instant, les positionnements au niveau des CODERST et CDPNAF, et que ça prenne vraiment en compte une priorité d'assurer la zéro artificialisation. Pardon, c'était un peu long. Oui, alors je laisserai Joël sur les tutelles SAFER juste. Sur les autres, la Chambre d'agriculture n'a pas forcément de tutelle en tant que telle, quoi. En tant qu'établissement semi-public, tous nos comptes sont validés par la préfecture, donc on est quand même, on est regardé de ce côté-là, mais on n'a pas de tutelle sinon autrement. Sur les zones d'activité, comme je disais tout à l'heure, alors celle-ci ou d'autres, on a toujours été avec les collectivités, et ça peut amener du débat, d'ailleurs ça en amène, pas opposé à ce qu'il y ait du développement économique. Si vous prenez une zone comme celle que vous avez citée, mais après on va rentrer dans une guerre de chiffres, c'est pas le but. Mais on regarde aussi en effet avec la collectivité ce que ça apporte. Donc il y a un nombre d'emplois à la clé. On est là aussi pour pour travailler avec elle sur la faisabilité d'un projet, sans forcément juger. Nous, on juge de l'utilisation du foncier agricole par rapport justement au nombre d'emplois, ou à ce que ça peut apporter comme économie sur un département. Donc voilà, sur ce dossier-là, à une autre zone, je le connais un petit peu, mais une autre zone, un autre département il restait 2 départements, dont Lyon, et l'autre a été la Seine-et-Marne, donc c'est la Seine-et-Marne qui a été retenue. Voilà, fin du dossier, et puis suite, ou peut-être pas fin, mais suite. Mais voilà, il n'y a pas d'opposition quelque part. Le CODERST a dû rendre, je pense, un avis à ce moment-là, et la Chambre d'agriculture devait être pour, je pense, cette zone, sur le principe, à partir du moment où il y a eu consultation. Oui, mais après, il faut bien sûr respecter. On en parlait à des compensations, elles peuvent être à plusieurs. Nous, on insiste vraiment sur, c'est éviter, réduire, compenser. Éviter au maximum l'utilisation. Réduire, si jamais ça doit se faire, réduire l'impact en limitant notamment les zones d'aménagement, parce que sur ces grandes zones-là, nous, on est contre le fait qu'il y ait la moitié qui ne servent à rien, qui ne soient pas du tout productifs. Autant condenser les choses.
Après, la compensation, bah oui, elle arrive en troisième. Compenser de la terre agricole qui part, elle n'est jamais compensée, quoi. Vous pouvez faire comme vous voulez, ou faire de la compensation environnementale sur des terres agricoles. Quoi. Pour nous, quelque part, c'est une double peine. Donc, il faut travailler en amont pour essayer de réduire au maximum l'impact, mais on n'a pas de... Voilà, on évite... La compensation, pour nous, n'apporte pas grand-chose. Pour répondre à votre question par rapport aux missions de la SAFER, les missions, elles ont été éditées à leur création en 1960 par le législateur, mais elles ont évolué. Alors, à l'époque, c'était installer, conforter les remembrements auxquels vous avez fait allusion, qui ne sont plus possibles aujourd'hui, puisque c'est porté par les départements, et c'est un coût qui n'est plus absorbable par nos collectivités. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, il y a les remembrements aujourd'hui, enfin il y a un restreint qui se termine en effet sur le Sénonais. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres en cours sur le département. Et les missions des affaires, elles ont évolué au-delà de l'installation, de la confortation, de l'exploitation, de l'accompagnement, avec les différentes lois d'orientation. En 99, c'était l'ouverture et le partenariat aux collectivités, l'accompagnement des collectivités par rapport à ces besoins de certaines collectivités, ce que disait Arnaud à l'instant, de développement économique. C'est aussi la protection de l'environnement. On parlait de la protection de la ressource en eau tout à l'heure. C'est très concret pour la SAFER, parce que c'est au quotidien et c'est un arbitrage entre une agriculture conventionnelle, une agriculture peut-être avec d'autres méthodes culturales, une agriculture biologique. Arnaud l'a dit, une partie de l'eau de Paris vient de Lyon. C'est compliqué de faire entendre à des producteurs agriculteurs de Lyon qu'il faut changer leur méthode pour assurer une ressource en eau aux Parisiens. Il faut se rendre compte aussi de la réalité. C'est des gens qui sont là depuis des générations. Et voilà. Et quand on est sur une commune, sans parler d'autres Paris, eh bien, la difficulté est la même. Les agriculteurs ont des pratiques aujourd'hui. Ils sont les premiers, je crois, à vouloir se protéger et à ne pas se polluer s'ils peuvent l'éviter. Donc, ils sont bien conscients de ça. La protection de la ressource en eau, c'est une vraie mission, ce qui n'est pas simple. Quand on dit à un agriculteur, à un petit producteur, peut-être maraîcher, ben non, on va favoriser la collectivité parce que c'est elle qui assure la gestion de l'eau et sa protection, eh bien, là aussi, c'est peut-être pas toujours compris. C'est, juste pour illustrer le travail qui a été fait, c'est plus de 200 hectares qui ont été rétrocédés à Haute-Paris sur les 15 dernières années par rapport à la protection de leur captage champ drainant sur le nord du département. C'est des conventions qui existent aujourd'hui avec les collectivités, que ce soit la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, avec d'autres, c'est en cours avec la Puisée, je crois. Mais voilà, pour essayer d'anticiper, on dit toujours, la SAFER, on s'inscrit dans une anticipation. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre à certains élus, mais ça fait partie de notre message. Anticipons. Autre exemple pour illustrer ça, vous partagez ou pas, mais le contournement sud d'Auxerre, il a pu se réaliser sans impact de perte de surface pour les agriculteurs concernés, parce que le département, l'Adréal, nous avait missionné depuis 15 ans pour faire du stock de foncier à l'occasion des ventes qui avaient lieu sur ce secteur-là. Ce contournement sud d'Auxerre, demain, il se réalisera sans impacter. Alors bien sûr qu'il y a une réorganisation foncière, il y a un remembrement à l'occasion de la réalisation de cet ouvrage, mais les exploitations ne sont pas impactées en termes de surface de perte d'hectares. Voilà. L'impact, il sera certainement environnemental. Il ne va pas forcément toucher les exploitations, mais l'impact sera certain de toute façon. Voilà, il sera ailleurs. D'autres questions dans la salle, peut-être ? Damien Briotel, je suis le président de la FDSEA de Lyon, donc la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, le local de la FNSEA du coup. Je voulais simplement apporter un complément à ta question, Eric. Qui concernait peut-être un peu la régulation du foncier, parce que la SAFER intervient évidemment quand il y a vente du foncier, mais quand Arnaud Delestre parlait d'installation et des cédants, les cédants, donc les agriculteurs qui prennent leur retraite, ils transmettent leur exploitation et souvent c'est un bail, ça a été dit d'ailleurs, 66% aujourd'hui du foncier agricole en France est loué aux agriculteurs. Et donc la régulation, elle se fait au travers d'une autre commission avec chaque agriculteur qui veut exploiter des terres doit faire une demande d'autorisation d'exploiter à la DDT. Et donc c'est à la demande de la profession, donc les agriculteurs, FNSEA et JA, les jeunes agriculteurs, qui pour favoriser l'installation ont demandé à ce qu'on mette des priorités et que les terres soient attribuées préférentiellement à des jeunes pour s'installer. Et donc ça se passe, c'est une commission qui a lieu à la DDT. Voilà, avec si un agriculteur prend sa retraite et qu'il y a plusieurs candidats,
Voilà, la commission va émettre un avis, donc autoriser certains, parce qu'il peut y avoir plusieurs jeunes qui veulent s'installer, ou plusieurs agriculteurs qui ont des faibles surfaces, qui veulent s'agrandir, mais qui restent en dessous de certains seuils. Donc il y a tout un tas de critères. Et voilà, et d'autres qui ont déjà des grosses surfaces pourraient avoir un refus de cette commission. Voilà, donc il y a quand même un outil de régulation qui marche plus ou moins bien, il faut l'avouer. Ce qui fait la réalité des choses, finalement, c'est aussi l'agriculteur qui prend sa retraite et les propriétaires, puisqu'il n'est pas forcément propriétaire de la totalité de sa surface, qui, eux, font souvent un choix de dire « moi, je veux que ce soit un tel qui reprenne ». Et donc, ça peut entraver les choix de la commission. Un léger complément dans ce que disait Damien, c'est-à-dire qu'on se base, quand on parle de cette commission départementale, sur un schéma régional justement des structures, schéma régional des structures qui est changé plusieurs fois. Et au niveau de la profession, globalement, on regrette qu'il y ait eu ce changement il y a déjà longtemps. Avant, ça marchait un peu comme le comité SAFER, c'est-à-dire que c'était les hommes et les femmes qui étaient autour de la table qui décidaient. Aujourd'hui, l'administration n'est pas présente, mais on se cache souvent sur le fait que c'est quasiment un tableur Excel qui, en fonction des points donnés, doit attribuer telle ou telle chose. Nous, on regrette que cette un peu de déshumanisation des décisions. C'était pour noter ça. Et puis, pour juste compléter Damien, aujourd'hui, cette commission la commission structure va continuer à rester départementale, mais l'installation est en train de beaucoup bouger avec ça part sur le conseil régional aussi, à partir de cette année. D'accord. Je vais mettre les pieds dans le plat vraiment très fort. Je vais peut-être vexer des gens. Mais typiquement, ce genre de transaction qui vise à favoriser l'agrandissement de quelqu'un d'autre par un cédant, des choses comme ça, on peut supposer qu'elle est liée parfois à des formes de corruption, des formes de dessous de table d'un exploitant à l'autre pour le favoriser. Est-ce qu'il y a des moyens de contrôler ça? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur ce sujet? Parce que c'est vraiment ce qui se dit beaucoup dans le monde agricole, et vous le savez, vous ne pouvez pas passer outre ça. Donc je ne sais pas si vous avez développé des outils de lutte contre ça ou des observatoires. Qu'est-ce qu'il en est? Alors des observatoires, il n'y en a pas, mais c'est ce qu'on... comment je le dirais? Oui, ça a des noms. Hein. C'est l'achat des droits à produire, des PB. C'est l'amélioration de fonds, c'est ce qu'on appelle ce point-là. On le voit parce que c'est clairement une ligne qui apparaît dans les dossiers d'installation, quelque part. Après, la question, le résumé à ça, ce serait vraiment tronquer la vision du marché des terres. Un agriculteur, quand la SAFER intervient, les choses sont très claires, comme le disait Joël, et on arrive la profession à travers la SAFER très bien à négocier avec un propriétaire à partir du moment où lui, il a la volonté de travailler avec la SAFER ou d'aller installer un jeune. C'est pas cette question financière qui est prépondérante dans le choix. C'est une question de vision et de choix de l'agriculteur, et puis comme le disait Nabien, des propriétaires qui est autour aussi, d'aller dans telle ou telle direction. Donc je réponds que moitié à la question, j'en suis conscient, mais c'est loin d'être... ce serait trop simple de penser que c'est juste cette question de prix, sachant que sur les porteurs de projets, on ne l'a pas abordé avec Joël, mais c'est en lien avec ce qu'il y a, la SAFER a en répertoire un certain nombre d'apporteurs de capitaux qui sont prêts sans aucun problème à investir pour des jeunes et à faire des baux de 18 ans s'il le faut. Donc voilà, quelque part, tant qu'il y a du foncier, il y a les prix entre le statut du fermage et la possibilité des SAFER de réguler les tarifs, qui explique quand même, Joël disait, on est quasiment dans les départements les moins chers de France, et la France, grâce à cette double régulation, statut du fermage, SAFER, les moins chers d'Europe aujourd'hui, permet quand même de limiter. Mais voilà, il y a un droit, peut y avoir un droit, comme il y aurait un fonds de commerce ou quelque chose comme ça. Et on se bat, c'est pas une bataille, mais c'est une vérité. Un agriculteur qui a fait toute sa carrière, soit on a une valeur patrimoniale de l'exploitation, soit on a une valeur économique. Et voilà, on peut dire ces deux mots. Après, il faut arriver à trouver le prix qui est acceptable. Et on peut avoir une valeur patrimoniale qui est tout à fait justifiée aussi. Moi, je veux bien dire un mot sur le sujet. Oui, je commence. Ça a été dit tout à l'heure par ma voisine, le foncier, c'est quelque chose de viscéral. Je pense qu'on n'imagine pas de quoi les gens sont capables pour le foncier.
C'est vrai, il faut le dire. Simplement, la SAFER, en effet, elle est là pour apporter un contrôle. Je dirais qu'il ne passe pas une semaine sans qu'on a ce genre de réflexion. Moi, je dis simplement, écoutez, apportez-moi des preuves, je ne sais pas, mais voilà, personnellement, ça fait 20 ans que je suis responsable du service dans Lyon. Je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu de dessous de table à la SAFER de Lyon, parce que je le saurais si c'était le cas, et je vous l'affirme ici, je ne connais pas de dessous de table. On se refuse on ne peut même pas imaginer ce genre de pratique. Je ne sais pas ce que j'explique tout le temps, mais mettez-vous à la place d'un conseiller foncier sur un secteur qui mettrait le doigt là-dedans. Quelle pérennité il a pour travailler demain, après-demain, les semaines qui viennent. Alors, je veux bien, ça soulage les personnes qui sont mécontentes, ça soulage les gens qui pensaient qu'ils étaient plus forts que les autres, parce que c'est peut-être ces mêmes personnes qui sont venues nous voir en disant « Mais moi, si je vous mets 1000 € de plus, est-ce que je vais l'avoir ?» Parce que c'est ça la réalité. Eh bien, je vous le dis tout simplement ici, les gens à la SAFER sont intègres, et voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, mais je sais qu'on n'empêchera pas ce genre de réflexion. Ça l'a été avant. Quand je suis arrivé, j'ai été conseiller sur un secteur où, la Pusée, pour ne pas la nommer, où mon prédécesseur avait une réputation, soi-disant, il partait avec un sanglier dans le coffre, il partait avec un billet d'ici et de là, et j'ai appris plus tard qu'en fait, ce gars-là, eh bien, c'est celui un des conseillers à l'époque, ça fait plus de 25 ans, je peux en parler aisément, il n'est plus là, qui a permis à des petites exploitations d'avoir du foncier. Parce qu'il faisait son boulot, il était sur son secteur, il connaissait toutes les exploitations. Le travail d'un conseiller, c'est de connaître son secteur, savoir ce qui va se passer, pas aujourd'hui, mais demain, à 5 ans, à 10 ans. Et combien de fois j'ai eu des réflexions passant après lui, quelques années après, dans des courtes fermes, où on m'a dit, monsieur un tel, heureusement qu'il était là, sinon, avec ma petite exploitation, j'aurais jamais eu de terre. Donc c'est pas le conseiller qui décide, mais n'empêche que c'est le conseiller qui présente un dossier en comité technique, et puis qui apporte les informations. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... C'est une réponse en tout cas. Ça, voilà. On n'est pas derrière chaque personne pour savoir. Voilà. Mais c'est important que je vous la pose. Alors, il y a quand même eu la création de ce département du ministère de l'Intérieur pour surveiller Déméter. Et donc, non mais ça existe aussi. La cellule Déméter qui surveille l'agribashing et les tentatives d'éco-terrorisme. Voilà, donc il y a quand même une réalité sur des contre-pouvoirs à ce que j'appellerais des initiatives progressistes. Mais pour quand même expliquer un peu philosophiquement et à la décharge sur la SAFER, l'article 411-15 du Code rural précise que l'autorité publique a la responsabilité d'aider l'implantation des jeunes agriculteurs. Ça a été écrit, pas par une volonté de jeunisme, ça a été écrit dans les années 50 ou 60 par des hommes politiques qui étaient plutôt âgés, mais parce qu'en mettant des jeunes, on avait des visions plus longues et plus pérennes, parce que le but des SAFER, c'est d'empêcher la famine. On est bloqué à 54% de SAU, de surface agricole utile, et il faut arriver à nourrir le peuple et si possible à exporter avec ce pourcentage. Et finalement, les concentrations qu'il peut y avoir avec les reventes aux voisins, etc., ou des ventes en entreprise, ça suit la même idée philosophique. C'est cette idée de pérennité dans le temps, de capacité d'exploitation. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que philosophiquement, ça a un certain sens. D'autant plus que dans ce débat, on parle toujours de l'agriculture, de la balance agricole, alors qu'en fait, en sous-jacent, on parle de l'alimentaire. Or, dans notre balance agricole extérieure, qui est, je crois, à peu près excédentaire de 5 milliards, en fait, elle est déficitaire de 5 milliards, parce qu'on rajoute dedans l'alcool et les spiritueux. Il y a juste le tabac en moins, parce qu'il vient d'Altadis en Espagne. Mais c'est ça qu'il faudrait véritablement regarder. Si je dois conclure sur cette table ronde, merci à tous et toutes. J'ai pas compris grand-chose. Mais j'ai retenu quelques trucs. Et j'avoue que je suis un peu déprimée. J'ai retenu qu'on perd 60 000 hectares par an de terres agricoles. Ça me déprime. J'ai retenu que la terre est convoitée par tous. C'est ce que vous avez dit, Joël. Et je me dis, mais comment faire ? J'ai retenu que la terre a un coût. Et je me dis, mais pourquoi la terre a un coût ? Pourquoi c'est un bien, bien marchand, la terre ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à tous et qu'on peut la cultiver et pour se nourrir ? J'ai retenu qu'on n'a pas beaucoup parlé alimentation.
mais qu'on a parlé profit, qu'on a parlé outillage, rentabilité, gérance, usage, propriété, accès, bon bref, tout un tas de mots que les enfants ne comprennent pas, ça c'est sûr. J'ai retenu que bon, j'ai plus compris Agnès quand elle parlait de protéger, réduire, concentrer, réhabiliter le vivant, renaturer, faire des communs nourriciers. Ça me parle, j'avoue, beaucoup plus. Mais je sais que vous faites un travail fondamental. Ma question, en fait, parce que comme j'ai pas compris grand-chose, je préfère poser des questions qui n'est pas forcément à répondre, mais c'est est-ce que vous parlez entre vous? Parce que je me suis aussi posé la question, si j'étais agricultrice, ou nouvelle accédante, avec une envie, j'ai fait mon BPREA, mon brevet, j'ai mon brevet, et je veux une terre. Je fais quoi? À qui je vais parler en premier? Alors, je crois que j'irai d'abord parler un peu avec Agnès, pour me rebooster le moral, un petit peu avec Patrick, pour comprendre des chiffres. Mais enfin, je suis pas sûre que je comprendrai tout. Et puis j'irai pleurer un peu au giron de Marion en disant « Marion, s'il te plaît, aide-moi, accompagne-moi, parce que je sais pas quoi faire, où, qui, comment, sur quelle terre et tout. » J'irai probablement, puis parce que voilà, je connais un peu mieux Terre de Liens que Safer, voir Sophie et lui dire « Bon Sophie, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me louer une terre ?» Parce qu'en plus, je suis plus pour la location que la propriété. Je comprends rien à la propriété. Et après, messieurs, je sais pas, en fait, j'aurais certainement à vous parler, mais je saurais pas quoi vous dire. Donc, est-ce que, comment on se parle? Est-ce que tout ça se parle? Comment on fait le lien? Et puis, voilà, je reste avec toutes ces questions et pas trop le moral. Ah, tu vois, on est un outil de fluidification ici. On est un lubrifiant social pour essayer de mettre les gens en contact et de dire qui peuvent peut-être essayer de faire le bout du trajet que tu veux faire.